livre complet. Cette méthode était surtout développée dans l'idée de réfléchir à des enjeux à plusieurs décennies et avec des arborescences de scénarios beaucoup plus complexes que ce qui était Stella. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que quand Macron a été élu, je me suis dit, tiens, ça serait pas inintéressant d'utiliser en quelque sorte les premières bases que j'ai développées en termes de méthode pour mettre en perspective les enjeux du quinquennat de Macron. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la communication de Macron, qui est le cœur de son travail en réalité, hein, parce que moi je dirais qu'il fait 90% de com, 9% d'actions réelles mais qui servent d'abord à des fins de communication et 1% d'actions cachées cruciales que de toute façon nous ne voyons pas. Bon. C'est comme ça que ça marche avec Macron. Je me suis dit en gros mettre en lumière les vrais enjeux, ça serait un bon moyen de mettre les gens dans la posture qui permet en gros de ne pas tomber dans le piège de cette communication, même pas pour la réfuter quoi. C'est-à-dire que quand on nous dit oui, Emmanuel Macron, je sais pas moi, est allé négocier avec Theresa May un soi-disant nouveau traité concernant la gestion de l'immigration, dit traité de Sanders, là qu'ils ont publié récemment, enfin qu'ils ont officialisé récemment. Y a rien à en dire. Je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, c'est rien, c'est les accords du Touquet légèrement modifiés. C'est même pas la peine de l'analyser. C'est même pas la peine de... Ouais, non, mais d'accord, blabla, blabla, blabla. C'est pas ça les vraies questions. Ok, maintenant on va parler des vraies questions par rapport aux vrais enjeux. Voilà. Et le bouquin est fait pour montrer ça, pour essayer de montrer où sont les vraies questions et les vrais enjeux. Quoi. Ouais. Ok. Alors les 8 scénarios pour schématiser, enfin pas pour schématiser, mais pour éclairer un peu les lecteurs, en fait, sont basés sur trois incertitudes majeures que tu as mentionnées. Donc les 3 incertitudes majeures sont celles-ci. Vers un resserrement monétaire brutal, donc point d'interrogation. La zone euro va-t-elle exploser? Point d'interrogation. Vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2002? Point d'interrogation. Voilà, ça c'est dans le chapitre intitulé Incertitudes et scénarios. Et en fait, à partir de ces 3 incertitudes majeures, tu découles 8 scénarios en fait. Donc, est-ce que tu pourrais... Alors moi je voudrais juste une précision, même si tu as un peu répondu juste avant préambule. Pourquoi voir Macron? Ça veut dire qu'on ne le voit pas ou qu'il se cache en fait dans la lumière? Ça veut dire en fait que pour moi Macron c'est un illusionniste. En fait, la technique en général des illusionnistes, des prestidigitateurs, c'est que ils vont chercher à attirer le regard des gens vers un détail pour que les gens ne remarquent pas un autre détail. Typiquement, quand vous voulez savoir où il faut regarder pour essayer de débiner, c'est-à-dire de comprendre un tour de magie, le truc c'est qu'il faut d'abord vous demander qu'est-ce que le type essaye de faire en sorte que je regarde. Donc par exemple, si vous voyez que visiblement il cherche à attirer votre regard vers la gauche, ça veut dire qu'il faut regarder vers la droite. Bon. Et pour voir ça, il faut prendre du recul, il faut essayer de le voir dans sa globalité, et à partir de là décoder sa gestuelle, et quand on comprend quel détail au sein de la globalité il cherche à mettre en avant, on peut commencer à se dire où est la zone, où sont les détails que justement il veut pas qu'on voit. Par exemple, Macron est jeune en fait, si j'ose dire actuellement, non seulement comme personne, mais aussi comme président. C'est-à-dire qu'il est là que depuis quelques mois. Moi, je suis assez frappé du fait que sur les questions économiques, d'une manière générale, Macron nous parle beaucoup des petits éléments qu'il va déplacer d'un côté à un autre, par exemple en matière fiscale, du genre je vais un petit peu augmenter la CSG, un petit peu baisser la taxe d'habitation ou le contraire, on va en discuter, etc. Bon, ok. Pourquoi cherche-t-il à nous focaliser sur ce genre de détails, à mon avis? C'est pour qu'on ne regarde pas ce qui va se passer, par exemple, au niveau des choix qui seront faits dans les 2 ans, 3 ans qui viennent
sur l'évolution de la zone euro, sur ce qui va se passer au niveau monétaire. Il y a très peu de communication là-dessus, en fait. C'est-à-dire que Macron attire notre regard vers des aspects de la politique économique qui ne touchent pas à la question des rapports entre la France et ses partenaires européens et entre l'Euroland et le reste de l'Europe. Ça, là-dessus, on a un grand blabla général, mais on n'a rien de concret, rien de précis. Je pense que s'il cherche comme ça à attirer notre regard sur des détails en termes de politique fiscale ou ce genre de choses, c'est pour qu'on ne voit pas l'absence de substance sur la vraie question qui est relative à l'évolution de la zone euro. Voilà, c'est un exemple des techniques de communication de Macron pour moi. Ouais, moi je pense que ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, c'est qu'il a compris que pour calmer les gens, il suffisait de traiter l'écume des choses en fait. Il y a une espèce de... Aujourd'hui, je pense qu'on vit parmi une population qui est essentiellement lâche et qui a peur d'assumer sa liberté. Et malgré tout, il y aurait une envie de... Les gens savent qu'il faudrait changer les choses. Ils n'ont absolument pas le courage de voter ou de choisir un régime qui changerait réellement les choses. Donc il y a un jeu de dupes entre Macron. Ils pensent qu'il faudrait changer, les gens pensent qu'il faudrait changer l'éducation nationale en profondeur. Donc Macron leur dit je vais la changer en superficie et comme ça vous pourrez croire que je la change en profondeur et les gens cherchent à sauver la face en fait. On est dans une démocratie, les gens devraient exercer leur liberté, ils n'osent pas mais ils ont trouvé quelqu'un en face qui fait semblant de faire les choses importantes et qui leur donne presque une excuse à leur lâcheté quoi. Macron c'est une excuse à la lâcheté, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée pour ce gars-là quoi. Donc il traite l'écume des choses, voilà. Alors après sur l'éducation nationale, on va voir, hein, parce que je pense que c'est peut-être la meilleure chose qu'il fait pour l'instant, mais oui, et en même temps, je pense que potentiellement, c'est là où il peut trébucher le plus fortement, parce que c'est vrai que pour l'instant sur les différentes réformes mises en œuvre, on pourra y revenir avec Michel, mais c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt passé. Parce que je pense qu'en effet, le champ de ruines, et ça de ce point de vue-là, la première partie de l'ouvrage, de ton ouvrage, Michel, qui est un diagnostic sur la situation politique actuelle, je ne vois pas qui peut ne pas être d'accord avec cette analyse, que ce soit au niveau des partis ou sur l'ambiance générale. Et ça explique quand même très largement le fait qu'un certain nombre de réformes qui laissaient perplexes les observateurs habituels qu'on peut trouver sur les chaînes d'infos continues ou autres, bah, finalement elles sont passées. Elles sont passées, je dirais pas comme des lettres à la poste, mais pas loin. Sur l'éducation nationale, j'ai un autre point de vue parce que je suis dedans, que c'est un milieu que je connais peut-être un petit peu mieux. Et pour le coup, je suis pas certain que le printemps soit serein. On verra. Les premiers mouvements de grève, là, on est en février, hein, on rentre dedans. Les premiers mouvements de grève ont lieu. Les élèves sont pas encore dans le bain. Quand les gamins, les lycéens vont s'y mettre, à ce moment-là, on va voir comment ça tourne. Et je pense que ça risque peut-être d'être plus difficile à manœuvrer que ça n'a été sur le plan du monde du travail avec la loi travail, etc. On va voir. On verra. Ça là-dessus, c'est une incertitude. Il a quand même pas mal manœuvré sur la loi travail. Là où Valls s'est cassé les dents, lui, il est passé nickel. Il vous dit, les gens voudraient entendre, je vais traiter l'immigration, et lui, il traite l'immigration clandestine, c'est-à-dire il va traiter une petite partie d'une petite partie de l'immigration, sachant qu'il va y avoir quand même le flot qui va continuer. Et puis même quand on regarde dans le détail sur ce point-là, l'immigration clandestine, de la coupe aux lèvres, il y a loin. Oui, voilà. Tout à fait. Mais en ce sens-là, Michel a raison de dire qu'on est dans l'illusionnisme. Oui, le prestidigital, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les mensonges plausibles. Voilà. Il ment de manière plausible. Voilà. Les gens peuvent faire semblant de croire et donc se donner une bonne raison de ne pas vraiment se révolter et de ne pas vraiment aller vers la politique qu'ils voudraient. C'est pour ça, dans ce sens, pour moi, c'est un illusionniste. Oui, et puis le sketch, d'ailleurs, sur la question migratoire est toujours le même. Hein. On a une politique affichée faussement répressive, faussement dure. Et à côté, par contre, on a, comme d'habitude, alors la cohorte des assos, des partis de gauche, de la droite humaniste, comme elle s'autoproclame, qui hurle en disant qui vocifère en disant que voilà, en gros c'est le retour des années 30 et que la France ne remplit plus sa mission de terre d'asile et de patrie des droits de l'homme. Et qui de fait servent bien la soupe. Et évidemment, ça sert parfaitement. Bon, évidemment, l'exemple le plus caricatural, c'est Yann Moix.
avec son documentaire sur Calais, sa lettre, sa philippique dérisoire là, dans l'IB adressée directement à Macron. Donc finalement, le sketch est très bien rodé. Bon, ça c'est un grand classique. Hein. Sarkozy en avait bénéficié quand il était ministre de l'Intérieur, ce qui l'a d'ailleurs beaucoup aidé pour 2007. Valls a essayé de jouer aussi là-dessus à un moment. Donc on a sans arrêt en fait les mêmes agents, les mêmes groupes de pression, les mêmes assos, qui dès qu'ils entendent régulation, restriction, contrôle des flux, en fait se mettent sur leurs ergots et permettent à bon compte et à peu de frais de donner soit au ministre de l'Intérieur du moment ou au président de la République ou au Premier ministre, peu importe, d'avoir une posture, en fait une position d'homme fort, sûr de lui et qui fait face à la déferlante migratoire. Je crois qu'il est idéal dans le rôle de chef d'orchestre de la mort douce, quoi, le premier scénario. Oui, voilà. Alors justement, un scénario où les gens voudraient qu'on leur mente bien. Les gens aujourd'hui veulent qu'on leur mente bien. Ouais. Même avec aplomb. Ouais. Qu'on leur mente bien avec aplomb. Pour leur donner une excuse de ne rien faire. Et Macron est l'homme qui ment aux gens comme il voudrait qu'on leur mente. C'est comme une femme qui veut qu'on lui mente bien. Le peuple français aujourd'hui est un peuple femelle qui veut qu'on lui mente bien. Et si tu lui mens bien, il dit ok, ça passe. Mais d'ailleurs, rappelle-toi, c'était déjà quelque chose, alors sur le plan communicationnel de façon différente, mais c'était des choses qu'on vivait déjà sous Sarkozy, avec la fameuse phrase qu'on entendait de plein de ses électeurs, d'un grand nombre de ses électeurs, mais il fait des choses quand même. Il bouge. Voilà, donc c'est le bougisme. Ouais, ma mère l'a beaucoup dit. Ouais, bon, il n'y a pas que ta maman, t'inquiète pas. Hein. Je pense que c'est mes grands-parents, c'était la même chose, mes grands-parents maternels, mais comme des millions d'autres. Hein. T'es en train de dire que ma mère a l'âge de tes grands-parents? Ma mère aussi était. Voilà. Quand Sarkozy. Voilà, donc c'était des choses qu'on entendait systématiquement. Il fait des choses quand même, il bouge. Hein. Bon, bah, en fait, contre ça, on peut rien faire quasiment. On est paralysé, on est tétanisé. Et j'ai l'impression que sans les erreurs de Sarkozy, Macron réussit très bien ça. Et là, on entre justement dans ton scénario, dans ton premier scénario, Michel, qui est celui de la mort douce. Donc si tu veux expliciter et entrer un peu dans les détails sur ce scénario que tu as appelé la mort douce. Peut-être pour la construction des scénarios, on rappelle les paramètres peut-être que Michel utilise. Vas-y. Effectivement, il a fait 8 scénarios sur base de resserrement monétaire brutal, oui non, explosion de la zone euro, oui non, vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2022. Mais bon, alors, les trois incertitudes majeures dont on parlait tout à l'heure. Qui donne 8 scénarios et avec 8 paramètres essentiels, qui sont les paramètres décisifs, quoi. Donc, comme tu disais, Michel, du plus matériel au plus spirituel, hein, c'est ça. L'écologie. Alors après, j'ai pris mes notes et puis j'ai mis des petites flèches pour savoir si est-ce qu'il y avait de l'espoir ou pas d'espoir dans le domaine. Alors voilà, donc écologie, je me suis dit pas d'espérance, facteur aggravant. Il n'y a rien à attendre de l'écologie. Tu me dis si j'ai raison, si j'ai bien compris. Disons que là, en fait, pour moi, bon, à l'horizon 2022, normalement, l'écologie, il ne va pas se passer grand-chose théoriquement, parce que c'est un domaine où les choses bougent très lentement. Mais effectivement, à plus long terme, si on continue comme ça, on va finir par payer nos conneries, hein, c'est évident. On a une augmentation. On peut discuter ad nauseam, hein, de la question du réchauffement. Est-ce qu'il est lié à l'activité humaine? Est-ce qu'il n'est pas lié à l'activité humaine? Comment il se présente, etc. Ça, j'en sais rien là-dessus, je dis rien. Mais simplement, je fais un constat qui est qu'on a un accroissement des risques écologiques qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'accidents climatiques et surtout, ils ont potentiellement de plus en plus de conséquences parce qu'ils peuvent se combiner avec des fragilités. C'est-à-dire que ce que j'ai parlé, ça peut paraître curieux quand on réfléchit à ce que peut être le quinquennat de Macron, de parler d'écologie comme ça, des risques écosanitaires. On dit, ouais, bon, la probabilité pour qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais on ne sait jamais. Je veux dire, ça peut arriver. C'est-à-dire que avant, quand il y avait un tsunami au Japon, en Europe, tout le monde s'en foutait. Mais on imagine, on n'en sait rien, imaginons un deuxième tsunami de la même taille de celui de 2011, frappant Fukushima dans l'état où est aujourd'hui Fukushima. Même ici, on va en entendre parler, à mon avis. Donc on ne sait jamais. À l'appui, Michel, de ce que tu dis, c'est tout simplement à ce qui nous arrive depuis janviie, à savoir cette crue qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a lieu quand même en hiver, qui fait que les sols sont complètement gorgés. D'accord, les nappes phréatiques sont à plat. J'entendais le directeur du bassin, en fait, le directeur de l'agence qui s'occupe de tous ces lacs et retenues d'eau qui ont été créés en amont de Paris pour essayer d'éviter la crue centenale. D'accord. Là, il le disait, hein,
on est à 93% de remplissage. 93%, c'est-à-dire qu'on est à 7% d'un remplissage qui est total et qui fait qu'à un moment, ces lacs ne servent plus, en fait, ne peuvent plus faire office. La crue de 2016 est arrivée au mois de juin. Nous sommes début février. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 ou 4 mois qui viennent? Personne n'en sait rien, de ce point de vue-là. Or, tout le monde sait par contre qu'une crue centenale, du point de vue économique, c'est la cata et ça nous plombe quand même pour quelques années. Et donc ça plombe en effet le quinquennat d'Emmanuel Macron pour quelques années aussi. Et donc en effet, ton point de vue, il me semble archi légitime, tu vois, de ce point de vue-là. Il y a même pas, enfin, ce qui peut être étonnant, c'est que certaines personnes écartent ça de leur champ de vision sur les 3 à 4 ans à venir. On est maintenant dans une situation où, en effet, tout peut arriver. Alors, en effet, tu as raison, que ce soit... je sais que certains de nos auditeurs ou certains de nos amis hurlent contre le réchauffagisme. Moi, personnellement, je suis désolé, je suis de l'école... GIEC. Je suis du courant... Peut-être de l'école GIEC. GIEC, peut-être, j'en sais rien, mais je pense qu'en effet, il y a une corrélation entre les activités industrielles humaines et un certain nombre d'impacts au niveau écologique. Et donc, je pense qu'en effet, on est rentré dans une période où tout peut arriver sur ce plan-là. Et donc, de toute façon, il y a une chose certaine, c'est que le réchauffement climatique, soit anthropique ou non, ce qui est certain, c'est qu'il y a là, même ceux qui sont opposés à cette grille de lecture du réchauffement climatique anthropique sont pratiquement tous d'accord pour dire qu'il y a un dérèglement climatique. Et de toute façon, même sans parler du réchauffement climatique, anthropique ou non, de toute façon, les activités humaines ont des conséquences directes sur nos vies et nos santé. Donc même sans rentrer dans la théorie ou non, enfin l'acceptation ou non de la thèse réchauffiste ou réchauffagiste, comme dirait notre ami Stader, de toute façon, le fait de saloper sans arrêt notre planète, de toute façon, aura des conséquences, enfin a déjà des conséquences en fait immédiates. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Le délire prométhéen se paye un jour. Donc voilà, grosse inondation de la Seine, hop, on noie les lignes A, les lignes 1, les lignes B et la ligne C. Et on perd 3 points de croissance. Ah ben, la ligne C, il y a 7 stations qui sont fermées et qui vont l'être pour un bout de temps. Ouais. Donc ensuite, la démographie. Pareil, j'ai pas vu beaucoup de raisons d'espérer. Bon, explosion démographique en Afrique, creux démographique en Europe et mélange des deux. Voilà, sur le sol européen. Donc catastrophe en soi en Afrique et catastrophe sociale et identitaire en Europe. En gros, rien à en attendre. Peut-être un déclencheur d'une crise salvatrice. Là, on verra si on est tous d'accord ou pas sur le fait qu'effectivement un problème identitaire puisse aboutir sur quelque chose de positif. Mais enfin bon, en soi, ça promet des lendemains qui déchantent radicalement, quoi, quand même, des lendemains un peu violents. Je crois qu'il y a une information qui est passée relativement inaperçue ces dernières années et qui est, à mon avis, très importante. Il y a une dizaine d'années, les gens qui s'embêtent encore à lire un petit peu les démographes, étudier ce genre de questions, ont poussé un gros ouf de soulagement avec quelqu'un comme Emmanuel Todd, par exemple, en constatant que l'indice de fécondité, la transition démographique commençait bien en Afrique du Nord. Et puis, grâce aux beautés de l'islam ultra rétrograde wahhabite qui n'existait pas il y a encore 30 ou 40 ans en Afrique du Nord et qui l'a largement submergé aujourd'hui, grâce à une dynamique dont j'ai du mal à comprendre tous les ressorts parce que je lis pas là-bas, je connais pas bien ces gens-là, apparemment l'indice de fécondité est reparti à la hausse. Ouais, c'est le même cas au Proche-Orient, enfin au Moyen-Orient, donc Liban, Égypte, etc. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est une catastrophe parce que autant on aurait pu imaginer que l'Europe utilise sa périphérie sud comme tampon stabilisable et stabilisateur avec une démographie qui se calme, autant là... C'était d'ailleurs l'espoir de Laurent Ozon, par exemple. C'était l'espoir de quelqu'un comme Laurent Ozon, mais là, qui voulait d'ailleurs établir des ponts, des passerelles avec les nationalistes du Maghreb. Oui, c'était le calcul. C'était son projet, ouais. La remigration telle que je l'ai comprise au départ chez Ozon, c'est ça que ça voulait dire. Ça consistait pas à beugler comme des tarés. Enfin bon, non, je vais rien dire parce que si je me lâche, ça va pas être bon. C'est vrai que les partis nationaux auraient pu discuter avec les partis basses ou des choses comme ça il y a 30 ans encore, voilà, avant le délire néoconservateur, avant qu'ils soient tous détruits l'un à la suite de l'autre, quoi. Pour avoir reçu Laurent Ozon, oui, ça appuie ce que disait Michel. 2 émissions d'ailleurs. Tout à fait, 2 émissions. L'idée c'était de dire le Maghreb c'est 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Ces 80 millions peuvent être facilement submergés, en effet, par l'Afrique subsaharienne, qui d'ores et déjà, de toute façon, est à 1 milliard. Et que donc, ces gens ont en effet un intérêt objectif
à travailler avec nous plutôt qu'à zioter et à lorgner du côté de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est clair. Après, je pense qu'on a des conditions. Pratiquement, je suis d'accord avec toi, Michel. C'est vrai que c'est un désastre. Enfin, ça oblitère un certain nombre de choses sur lesquelles on pouvait éventuellement s'appuyer de façon positive pour l'avenir. Après, moi, du point de vue intellectuel, alors je sais, c'est un plan purement théorique, j'y vois un aspect positif qui est à un moment la fin de ces grands modèles, de ces modélisations universalistes. Parce qu'il faut revenir à un fait tout simple, hein, c'est que la transition démographique, le modèle de la transition démographique, premièrement, n'est qu'un modèle. Et deuxièmement, il a été construit par les démographes dans les années 60-70 à partir du modèle européen. Tel qu'il s'est développé. C'était Sauvy, non, je crois. Tu dis? C'était Sauvy. Oui, entre autres, oui, c'était Alfred Sauvy. Et d'ailleurs, un modèle européen partiel, puisque par exemple, la France ne rentre pas dans ce modèle-là. Hein. Le modèle de la transition française n'est pas comparable au modèle britannique. Il est bien plus précoce, il est bien plus régulier que ce qui a été le cas en Angleterre ou même en Allemagne. Mais bon, ils en ont construit un modèle qui se voulait universel, tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait en Asie. Ah bah voyez, regardez, en Asie ça marche. Oui, enfin en Asie ça marche parce que l'État chinois a 3000 ans de légitimité derrière lui et qu'à un moment il a pu rattraper à marche forcée le modèle européen, mais sans rentrer d'ailleurs dans le modèle européen, il a construit son modèle à lui. Et ça marche pas. Ça ne marche pas ni en Afrique ni en effet dans le monde arabe. Et c'est peut-être que le modèle de la transition démographique n'en est pas un. C'est qu'à un moment la modélisation, comme à un moment les droits de l'homme, comme plein de choses, on peut essayer en effet de les envisager. Ils ne sont pas exportables. Voilà, sur un plan purement universaliste, sauf qu'ils ont une origine qui est purement européenne. Et à un moment, ça bute contre la réalité, quoi. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le plan pratique. C'est pas très positif, c'est pas très optimiste. Il n'y a pas de raison que ça nous rende optimiste. Par contre, sur le plan intellectuel, je dois avouer que je suis pas mécontent. Ouais, enfin, on s'inquiète un peu quand même. Ça veut dire que bon, bien sûr, je suis d'accord. Le plan intellectuel ne vient pas compenser. Satisfaction intellectuelle quand on dit ah ouais, finalement. C'est important de mourir heureux. On va mourir, on n'a pas tout à fait tort. Bon c'est bon, quand on aura 400 millions de subsahariens qui vont submerger la France en 2 mois, on dira bon ok, c'est un peu embêtant, mais en même temps. Chez Méridien Zéro, on le savait. Il y a des mecs qui tapent à la porte, là je sais pas ce que c'est. Ok. Alors le troisième. Là on est dans le bunker. Donc la technologie, c'est mitigé parce que bon, tu présentes ça comme quelque chose qui va apporter le chômage, hein, Uber, etc., etc. Un facteur de chômage, tu dis quoi, c'est 1% de croissance, ça crée quand il y a 5% de croissance, c'est ça, je sais plus là, en gros. C'est-à-dire que bon dans un des scénarios, je m'amuse hein, dans mes scénarios. Donc dans un des scénarios, j'imagine un économiste tirant le bilan de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Quand il y aura probablement un retournement conjoncturel, parce que pour des raisons qui tiennent au fait qu'une sinusoïde, ça monte et ça descend. Là, on est en phase de croissance, mais on va bientôt basculer, je pense, au retournement conjoncturel. Et en gros, le gars en question dit, maintenant, on vit dans un système où quand le PIB fait plus 1%, comme la croissance est tirée en grande partie par les nouvelles technologies, le chômage augmente de plus 1%, ou au mieux c'est stabilisé, ou au pire on va réussir pour 1% de croissance à avoir 0,1% d'emploi en plus, au mieux. Je ne sais plus exactement comment je présente la chose, mais enfin c'est l'idée générale. Et puis, par contre, quand on se prend une récession, comme la récession tombe massivement sur les activités de main-d'œuvre, là tout de suite on se prend du chômage en plus, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on nous raconte et des chiffres truqués très drôles d'ailleurs qui circulent dans tous les sens et qui permettent à des petits plaisantins de dire que les États-Unis sont en plein emploi, dans la réalité, la quantité d'emplois, je dirais vraiment bien correctement payés, réels qui me permettent de vivre, quoi. Voilà, ne cesse de diminuer et ne cessera de diminuer dans les années qui viennent. C'est évident, quoi. Ouais. Et du coup, moi je suis pas mal tes vidéos et dernièrement tu disais quand même que le salut viendra peut-être d'un saut technologique ou de quelque chose comme ça. Et dans ton bouquin, t'en parles pas beaucoup. Parce que c'est pour après, je pense. Ouais, tu donnes peu de place à la technologie. C'est ça ce qui m'avait un peu étonné de connaissance. Ouais, mais à 5 ans, si tu veux. À 5 ans, ça on parle de Macron. Là, ouais, si on parlait à 15, 20 ou 30 ans, là c'est sûr que le paramètre technologique devient décisif. Mais à 5 ans, qu'est-ce que ça peut faire à part supprimer les emplois dans un premier temps, pas grand-chose. Au niveau politique. D'ailleurs, je crois que le ratio, c'est pour un emploi créé, 3 sont détruits. À peu près, ouais. Sur les nouvelles technologies, en général, c'est ce qui se passe. C'est pas encore digéré. Puis, moi, personnellement, c'est vrai que c'est là où je me retrouverai en désaccord avec toi, Michel, c'est que
Enfin, le saut technologique, personnellement, je ne le vois pas. Je n'y crois pas. Là, on est dans l'ordre des croyances parce qu'à un moment, en effet, comme tu le dis, c'est un horizon qui est infiniment plus lointain. Je pense qu'en effet, pour l'instant, on s'en est toujours sorti par le haut. Là, sur le 21e siècle et sur les 20 ans à venir, je ne vois pas de sortie par le haut. Alors, c'est pas l'objet de l'émission, hein. On est sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Disons je pense que ça vaudra le coup qu'on en reparle une autre fois. Disons que la baisse du QI n'aidera pas à faire le saut technologique. Non, c'est sûr. Le ramollissement du cerveau des jeunes générations va être compliqué. Donc, je l'ai mis ni positif ni négatif, mais à l'échelle du macronisme, je l'ai quand même mis une petite flèche en bas. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. L'économie, c'est le plus gros pavé. C'est ton dada, je crois. Bah, c'est surtout, je crois que c'est vraiment le truc le plus structurant. Hein. Ouais. J'ai mis c'est la mère des batailles en fait, l'économie. J'ai la mère des batailles pour moi, d'après ce que j'ai compris dans le livre, c'est la lutte qui va y avoir, la lutte de pouvoir entre ceux qui tiennent aujourd'hui la banque, la monnaie, etc., et le reste du monde. Je crois, oui. Bah là, oui, je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde commence à se dédollariser, hein, tout doucement. Route de la soie égale mort du dollar. Ça, voilà, ça se voit encore pas trop parce que bon. Il y avait déjà la route de la soie, elle commence à se voir. Hein. Il y avait déjà un premier coin qui avait été enfoncé avec le. Ouais, je crois que ça remonte à 2-3 ans. Le fameux contrat gazier russo-chinois de 400 milliards de dollars, qui je crois était passé en yuan et en roubles, si je ne me trompe pas. Ouais, l'intégralité de l'opération n'était pas passée en dollars. Écoute, c'est facile, les Chinois peuvent payer leur gaz russe en yuan, donc la Russie vient de doubler l'Arabie Saoudite comme fournisseur de gaz à la Chine, et les Saoudiens ont tenté de sauver leur peau en accueillant le Donald Trump, qui lui-même a son propre agenda, et en essayant de s'adosser à lui, tout en probablement, par ailleurs, essayant de discuter avec les Russes. Voilà. Mais c'est sur ces grands mouvements-là qui sont en cours. Oui. C'est là que peuvent se produire les basculements qui changent tout, je pense. Y compris les frictions, d'ailleurs. Ouais. Et si on regarde les scénarios, si tu regardes les 3 premiers scénarios, c'est le pouvoir oligarchique, la banque, la monnaie, arrive à tenir à peu près au prix éventuellement d'une dictature. Entre la mort lente et la dictature, le pouvoir arrive à tenir la monnaie, plus ou moins. Mais de toute façon, il n'y a aucun scénario où il se passe quoi que ce soit de changement radical avant que la monnaie explose, avant que l'euro pète. C'est ce que je crois. Ouais. C'est ce que je crois. Tant que le grand préalable pour toi, c'est ça, quoi. Dans tous les scénarios finalement. Ouais, pour moi, tant que bon, si on met à part l'accident imprévisible par nature. Celui que tu as appelé Troisième Guerre mondiale. Voilà, d'ailleurs, sur lequel tu ne t'étends pas. Hein. Tu fais une page et demie, 2 pages. Il n'y a plus personne, donc c'est pas la peine. C'est Fritz, hein, pour ceux qui ont vu ce docu-fiction. Un film qui est vachement. Ah oui, ça c'est à voir ça. C'est BBC, je crois, qui avait produit à l'époque. Mais voilà, c'est ça. On sent que c'est le préalable à tout. Et soit on tombera en dictature entre mort lente, mascarade électorale et pouvoir ultra autoritaire. Ça, c'est le système qui continue à tenir sous une forme qu'il maîtrise à peu près. Soit il pète, et derrière, les scénarios sont ouverts pour soit un chaos avec des facteurs aggravants, soit effectivement peut-être une petite reprise en main démocratique derrière, ou autre chose, quoi. Mais c'est ta clé de voûte. Ouais, je pense. On va donner quand même les titres des 8 scénarios, pardon. Et après, on rentrera dans le détail. Donc, scénario 1, la mort douce. Scénario 2, Euro 2.0. Scénario 3, la grande spoliation. Scénario 4, le printemps italien. Le seul scénario optimiste de la liste. Scénario 5, mourir pour Riga. Scénario 6, le dérapage incontrôlé. Scénario 7, la découverte de l'Europe. Et scénario 8, la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Après, il y avait encore des critères d'analyse, des critères de lecture, au-delà des scénarios, mais avant, quoi. Et après, tu avais la géopolitique, c'est la baisse des puissances étatiques moyennes, quoi, des sphères d'influence. On a l'impression que la France disparaît plus ou moins dedans. En tant que puissance, elle se rattache où elle peut, mais elle disparaît. C'est un peu un monde à la Bilal, je crois, avec des réseaux, des grandes sociétés, des sphères d'influence, mais pas tous les États forts qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a des moments, ça te fait presque penser, alors bon, sauf que c'est pas les grandes compagnies, comme ça me rappelle Rollerball, un peu. Ouais, mais ça fait penser au monde à la Bilal, tu vois, des mafias transnationales, des États encore un peu subsistants à droite à gauche. Bah ouais, enfin là je pense que c'est pas de la prospective, c'est pratiquement du constat. Hein. Oui, on y est. Hein. Des grandes sphères d'influence avec des États fantoches, un peu comme des colonies comme la France ou l'Italie, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus. Oui. Donc, encore une fois, pas de raison d'espérer. Et ensuite, la politique. Alors, la politique,
Sur le quinquennat Macron, toi, tu fais le pari du populisme. Populisme, stratégie de l'attention augmentée. Réaction anti-populiste d'ailleurs, t'appelles ça plutôt. Moi, alors, c'est un domaine où je suis assez mauvais, faut le savoir. Faut le savoir. Ouais, bon, ça va, hein, bon. Faut préciser un truc d'ailleurs pour les auditeurs, soyons honnêtes, hein, c'est une émission de potes. Hein. On est tous potes et on se connaît tous très bien autour de la table. Hein, donc bon, le Roubachoff est très bon sur la politique intérieure française. Ça, je l'ai constaté. Il m'a souvent dit des trucs en me disant des trucs moi que j'arrive pas à croire. Du genre, mais si les Français vont voter Sarkozy. Je dis, oh, attends, c'est pas possible. Il dit, mais si. Les Français vont voter Macron. Oh, mais si. Et à chaque fois, en fait, il est bien meilleur que moi là-dessus, donc je laisse parler. Ouais, mais la différence, c'est que je fréquente encore les machines à café au bureau pour écouter ce qui se dit et je mange encore à la cantine. Donc effectivement, c'est le meilleur moyen, c'est un bon baromètre. Moi aussi, mais c'est dans un petit milieu très fermé qui vote toujours la même chose. Ouais, bah moi, c'est peut-être un milieu un peu macroniste, tu vois, de cadre d'entreprise, machin. Donc effectivement, là, c'est... Et les gens ne sont pas du tout atterrés du quinquennat Macron. Ça, pour l'instant, ils trouvent qu'il présente bien, qu'il a un certain rayonnement à l'étranger. Ils sont assez fiers, c'est un espèce de Gaulle en plus jeune, hein, je plaisante pas, hein, c'est à peine. Ah mais de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, Michel l'a dit en début d'émission, et c'est vrai qu'il a compris un certain nombre de choses, des choses qui d'ailleurs n'ont rien de magique, c'est des choses qui ont été affirmées en effet par Napoléon, qui ont été affirmées par De Gaulle, qui je pense, chacun à leur mesure avait saisi un moment un certain nombre de choses dont a besoin le peuple français, dans ce qui reste, hein. Donc on va mettre de côté tous ceux qui d'une façon ou d'une autre sont un petit peu des branches rapportées, hein. Bon, voilà. Mais sur le peuple français profond, on a en effet cette inclinaison pour une représentation à l'étranger, pour une certaine gloire, hein. Napoléon le disait, les Français ont besoin de gloire. Donc Macron a compris ça, il joue cette corde-là, ça marche. Et ça marche d'autant plus qu'en effet, il parle à un public qui est déjà vieillissant, qui a besoin de ça, qui s'y reconnaît. Oui, puis je pense qu'il a compris quelque chose de toute façon de très simple et il a eu l'intelligence de le comprendre très vite et de tenter d'appliquer ce qu'il avait compris, c'est-à-dire ne surtout pas faire ce que ses deux prédécesseurs ont fait. C'est-à-dire pas de Fouquet's idiote de Bolloré dans les 48 heures qui suivent ton élection. Et puis bon, bah alors pour Hollande, la liste là aussi est interminable, donc éviter en gros de faire tout ce que Hollande a fait. Dans ce qui relève en fait de la dignité de la fonction, on va dire. Voilà. Comment habiter la fonction. La grandeur, les Français aiment bien la grandeur. Voilà, la grandeur. Alors évidemment, c'est un simulacre de grandeur. Ouais. C'est un simulacre de grandeur, mais il est assez bon dans ce simulacre. Ouais. Donc il sauve les apparences et il les sauve bien. Ouais. Et il a compris que surtout, d'ailleurs même apparemment Sarkozy l'aurait déclaré, il a fait ce type-là a toutes mes qualités sans mes défauts. C'est vrai qu'Hollande, les Français sont nostalgiques d'Austerlitz, et Hollande, il avait fait la bataille de Leonarda quand même. C'était quand même assez... Par BFM TV interposé. Par BFM TV, quoi. Enfin, c'était... Ouais. Donc alors, stratégie de l'attention, ok. Tu permets, je vais quand même raconter l'anecdote parce qu'elle est tellement drôle. Ouais, il faut que je raconte aux auditeurs parce que tout le monde a le droit de s'amuser. Figurez-vous qu'en 2013, j'ai dû subir une opération. Parce que j'ai eu un petit pépin de santé, donc j'ai dû aller à l'hôpital et subir une opération. Donc je subis l'opération... Donc je suis dans mon lit, je me réveille, tout va bien. Il y a l'infirmière qui me dit « Bon, alors ça va, ça s'est bien passé, hein, mais simplement vous restez couché aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez regarder la télévision, mais surtout vous surmenez pas. » Ok, donc je suis dans mon lit. Et là, j'allume la télé, et le hasard a voulu que je tombe pile au moment où j'allume la télé sur le discours de Hollande à propos de Leonarda. Et je vous jure que j'ai cru sincèrement que j'avais une hallucination et qu'il y avait un problème après l'opération. Je me suis dit, mais j'ai basculé dans la 4e dimension. Je suis en train de voir le président de la République française. Merde, c'est l'anesthésie qui fait encore effet. À une gamine kosovare de merde. Non, mais il a quand même offert la paix des braves à la famille d'Ibrani au nom de la France, quand même. Là, c'était fort, hein. Bon, 2 ans plus tard, et tu le voyais au chevet de Théo, Théo, dont on vient de découvrir. Et là, d'ailleurs. tu avais la même hallucination. Enfin, dont on vient de découvrir. Dont on se doutait plus que fortement. D'ailleurs, dans cette info, là, juste je fais une incise, on a juste vu donc la vidéo récupérée par Europe 1, mais on n'a pas expliqué surtout pourquoi il avait ce souci. Et là, c'est encore plus drôle. Enfin, s'il y a des... Alors, si les auditeurs, ça les amuse, je les conseille de faire une petite recherche en tapant Théo, Mule, Théo balance
Alors c'est pas balance ton porc là. C'est Théo balance ou Poucave dans une cité et puis sanction. Et puis là ils verront en fait les véritables raisons sûrement du problème. Donc effectivement, alors politique, populisme, stratégie de l'attention, le truc actuel exacerbé, etc. Donc encore une petite flèche en bas, hein, ça a toujours peu de raisons d'espérer, voire aucune. Et enfin culture, le truc le plus marrant, alors ça c'est baisse de QI, donc tu invoques tout un tas de raisons plus ou moins politiquement correctes. Perturbateur endocrinien, perturbateur arabo-africain. Voilà, l'éducation nationale, hein, qui malgré tous ses efforts qu'on salue ici, et malgré la politique ambitieuse de Macron, on va avoir quand même et de Blanquer. Voilà, on va avoir du chemin à rattraper. Donc, baisse de QI, inversion des valeurs, pulsion de mort, crise de sens, fuite en avant dans la dissolution, etc., 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 etc. Donc, culture, émiettement, dissolution, baisse de QI, voilà. En fait, une foule d'abrutis, quoi. Mais je me demande en fait s'il a combiné. Pourquoi tu vois autre chose, toi? Enfin, je sais pas. Je vois pas grand chose d'autre. Un fleuve d'abrutis. Je me demande finalement si la combinaison de ce que tu viens de décrire là, finalement, on n'a pas eu un avant-goût si c'était pas le prolégomène Saint-Martin. Sans l'élément monétaire, parce que là, il n'y a pas eu besoin de l'élément monétaire. Il y a eu un cataclysme climatique dévastateur. Un État qui s'efface. Si je me souviens bien, je crois que c'était la sous-préfète qui s'était barrée, qui s'était enfuie. Je crois que c'était ça. Rivalité ethnique qui se transforme en bolossage anti-blanc de première bourre, avec des scènes de pillage, un État qui s'efface, une police qui ne peut pas intervenir. Et la rumeur qu'il reste 4 pots de Nutella quelque part dans un supermarché à Saint-Martin. Et des Pokémon. Et là... Ah oui, pour ceux qui ont loupé ça, alors là, je vous conseille un grand moment quand même, les émeutes du Nutella, pour ceux qui ont loupé ça, je crois que c'était dans les Intermarchés. Il y avait une promotion. Et donc on voit alors des mouquères voilées, des mamas africaines et des cassos gaulois donc qui se précipitent pour récupérer des pots de Nutella. Je n'exagère pas, pour ceux qui ont loupé cet épisode extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a loupé parce qu'en fait la répression des fraudes a ouvert une enquête sur l'origine de cette promotion, pour savoir si, sans rien, pour savoir si c'était des soldes ou si c'était une promotion abusive. Parce que, alors, dans quel cas... oui, si. Des soldes de Nutella. Alors, qu'est-ce que ça peut être des soldes de Nutella? C'est si jamais Intermarché avait déjà vendu son stock et que ils en avaient racheté la collection de printemps peut-être qui voilà. arrive. Ils en avaient racheté ensuite et que donc ces Nutella leur restant un petit peu sur les bretelles, en gros, ils étaient en effet autorisés à le vendre avec 70% de réduction. Ou alors, si c'était une promotion déguisée, alors là, c'était intolérable. Parce que si c'était des soldes... À la suite, encore mieux, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Si c'était des soldes, il n'y a pas de souci. Si c'était une promotion déguisée, c'était intolérable. Et donc, la répression des fraudes est sur le dos. Alors, vous rigolez, mais avec et quand fisc, même... j'imagine, à la suite. Bien sûr, avec des conséquences financières qui sont quand même potentiellement une amende de 75 000 € pour le directeur, si c'est directeur de l'Intermarché qui a pris la décision tout seul, ou plus de 300 000 € d'amende sur le magasin, si c'est le magasin et donc la chaîne qui a pris la décision. Donc on rigole pas, on ne rigole pas. Mais ça fait un peu, c'est comme si tu avais organisé un truc genre on achève bien les chevaux quoi. Genre, tu jettes les gens sur des palettes de Nutella et tu regardes les survivants quoi. Ah non, c'est un néo-darwinisme. Ouais, mais en plus c'est même pas une émeute de la faim, c'était pas de la viande, c'est non, pas c'est des du Nutella quoi, c'est de la pâte à tartiner. On n'a jamais vu ça pour des promos sur de la viande. Pour certains c'est de la faim. C'est de la pâte à tartiner bourrée d'huile de palme. Voilà, je savais que il y a pas longtemps je lisais, je crois que c'est dans le bouquin de Thompson, dans un autre, je sais plus lequel, un verbatim. Dans les Revenants. Dans un des bouquins sur les Daesh et les Daeshiens, des verbatim de discussions par Facebook entre des candidats à l'État islamique et des recruteurs. Et je plaisante pas, il y avait un des verbatim qui était extraordinaire où le mec disait en gros « Oh, je suis prêt à aller faire le djihad, mais je voudrais d'abord savoir s'il y a du Nutella en Syrie. » C'est pas une blague, hein, je veux dire. Non, il aurait pu être au procès Jawad Ben Daoud. Ouais, donc en urgence, dans le cargo, t'enlèves une palette de AK-47 et tu mets une palette de Nutella, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ah, mais c'est fou. Donc, alors, du coup, il y a combien de critères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, et en fait, c'est la cata partout, quoi. En fait, c'est la cata partout. Donc, non, en fait, je voudrais quand même pas que les gens pensent que je force le trait. Je veux dire, les gens vont croire que je dépeins quelque chose de sombre, noir, que je suis hyper pessimiste. En fait, même pas. Je veux dire. Je suis juste, je veux dire, c'est un livre drôle, faut quand même le préciser. Il y a des passages hilarants, je reconnais, il y a des passages hilarants. C'est un livre drôle, je me marre,
Simplement, je constate. On lira 2-3 passages tout à l'heure suppose. pour rire un peu d'ailleurs. Ouais, faut lire dans La Mort douce, la campagne électorale. Je pense que c'est. Ouais, et puis moi, je me marrais en l'écrivant, franchement. Donc, je crois que je les ai notés, donc je pense qu'on parle des mêmes. Les pages 113 à 116, c'est ça? Ah bah tu sais, le numéro. Attends, je vais retrouver ça. Par contre, pendant que Maurice fait sa recherche, à l'émission sur c'est dans La Mort douce, les pages 113 à 116, ouais, c'est ça. À l'émission de début d'année, On les lira tout à l'heure. faisant le tour un petit peu de l'année 2017, le camarade Arnaud Nodin, nous disait finalement pour moi l'année 2017 c'est la victoire du populisme parce que finalement Emmanuel Macron incarne d'une certaine façon ce populisme. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Est-ce que pour toi, est-ce que c'est une analyse qui est propre Ça dépend ce qu'on appelle populisme, parce que oui, par ailleurs. Populisme, ça peut vouloir dire plein de trucs. Si par populisme on entend l'alliance entre une fraction en fait dépolitisée de la population et un homme providentiel qui, on va dire, sert des intérêts qui ne sont pas ceux dont il se revendique et qui surfe sur cette alliance avec cette fraction dépolitisée de la population. Alors je pense qu'avec Macron, on est en plein dedans, quoi. Oui, je pense que lui l'analysait comme ça. Ouais. Par contre, si par populisme on entend ce qu'était le populisme américain intéressant de la fin du 19e siècle, le populisme qui faisait rêver Christopher Lasch, bah c'est le contraire. Parce qu'en fait, le populisme, ça n'a pas le même sens, quoi. Ce qui est drôle, effectivement, c'est que les gens qui, en fait, incarnent ce que dans mon bouquin j'ai appelé la réaction antipopuliste, parce qu'effectivement, je pense qu'il existe ça, il y a une sorte de réaction antipopuliste pilotée en partie par les oligarchies et qui vient en partie de fractions de la population qui, pour des raisons diverses, ne partage pas et souvent ne comprend pas les réflexes populistes qui viennent d'une autre partie de la population. Mais cette réaction antipopuliste prend elle-même la forme d'une certaine façon d'un populisme. Mais c'est le populisme de la classe moyenne supérieure, des retraités aisés et de cette masse de gens qui sont un peu dans le bonisme. Ils sont pour le bien et contre le mal, quoi. Puis ça va pas plus loin. Ce qu'il appelait populisme, c'est le rejet des partis traditionnels. Et Macron a incarné le rejet des partis traditionnels. C'est plus le dégagisme, en fait. C'est le dégagisme que le populisme, en fait. Voilà, le dégagisme. Et ce que j'avais noté, c'est ce que tu disais, c'est en 2 mots, c'est il faut mourir pour renaître et pas de providence. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un constat de... tu te dis que de toute façon, il va falloir qu'on y passe. Que d'une manière ou d'une autre, soit on verra dans les scénarios après si tu les décris, mais soit on va nous serrer un peu, l'oligarchie financière va réussir à nous serrer le kiki éventuellement, et à ce moment-là on acceptera de mourir doucement, on acceptera de la mascarade politique, ou on sera dans un truc super autoritaire, elle gardera le pouvoir et ce sera fini notre liberté, notre dignité. Soit derrière, elle perd le pouvoir, elle perd la main sur la monnaie, etc. Ça pète, et à ce moment-là il peut se passer des choses. Mais de toute façon on a l'impression que c'est un peu apocalyptique en fait. Je pense tout simplement c'est la réalité, quoi. Oui. Moi, je pense qu'il y avait encore une dernière chance de sortir du truc autrement que par la catastrophe. Cette dernière chance, c'était en 2017. Effectivement, si on imagine une autre année 2017 avec une Marine Le Pen intelligente, avec un Jean-Luc Mélenchon moins sectaire, avec un parquet national financier moins politisé, avec un BFM TV qui n'existe pas. Voilà, et puis un Emmanuel Macron qui fait un faux pas au mauvais moment. On peut avoir une histoire différente. Et là, effectivement, on peut avoir, par exemple, on pourrait aujourd'hui se retrouver dans une situation où peut-être on aurait Fillon à l'Élysée et quelque chose émergeant en contre-pôle pour incuber une vraie opposition responsable, appuyée sur la canalisation du populisme en vue de produire une vraie offre politique crédible. On aurait pu imaginer ça. Mais ça, c'était en 2017. C'est fini. Ouais. Maintenant, c'est Highway to Hell. Ouais, Fillon arrête un petit peu les délires euro-atlantistes. Il fait une politique un petit peu plus raisonnable vis-à-vis de l'Europe de l'Est, de la Russie, l'immigration. Et derrière, il aurait pu se passer quelque chose. Il aurait de la réflexion sur les finances, etc. Mais là, c'est fini. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est Highway to Hell. Ouais, de toute façon, on va y passer. C'est-à-dire qu'on retombe sur cette maxime qu'on entend depuis un bout de temps, qui est que tant qu'il y aura à manger, ça ira.
tant qu'en gros les Français n'auront pas assez faim. C'est ce que dit Pierre Hillard depuis longtemps. Ça durera, tout à fait, non mais c'est ça, c'est pour ça, ça durera comme ça jusqu'au moment où ça ne durera plus. Mais, et quand ça ne durera plus, à ce moment-là, ça veut dire qu'en effet, on aura touché le fond. C'est ce si je résume. Mais c'est ça, c'est ça. Et la dernière chance d'éviter ce qui est quand même pas drôle, parce que je veux dire, comme dilemme, c'est gratiné, quoi. C'est en gros, ou bien vous vous laissez euthanasier en douceur, ou bien vous renaîtrez, mais ça se fera dans un océan de douleur. Hein. La réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce dilemme, on est dedans. Hein. Je pense que la dernière chance d'y échapper, c'était 2017. Hein. Alors moi, le souci comme militant que j'ai, non pas avec ce que tu dis, hein, Michel, parce que sur l'analyse, je suis d'accord avec toi. Mais après, mon souci comme militant, c'est d'arriver à ce que nous produisions quand même, et on en parlait avec cette émission, avec la 328, les Forbans s'amusent, saison 8, à laquelle Maurice et Robatchov ont participé. C'est quand même d'arriver pour nous à produire une envie de militer, un militantisme qui soit positif, qui rejoigne ce que à un moment, pour le coup, Mélenchon a produit infiniment mieux que Marine Le Pen. Ça là-dessus, sur ce plan-là, il n'y a pas photo. C'est en gros construire du mythe, construire de l'épopée, et à un moment construire un environnement qui soit positif et qui donne envie à nos compatriotes, pas nos concitoyens, nos compatriotes, de se, je vais être très vulgaire, mais se sortir les doigts du cul, et donc d'avoir envie, en gros, de préparer en effet ce moment qui arrivera. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, vas-y, continue. Ouais. Et donc là, moi, ma problématique, elle est là-dessus. Tu vois, elle n'est pas sur ton analyse que je rejoins, où je pense qu'en effet, on est dans l'eau tiède, on est dans cette grenouille qui en effet est en train de est dans la torpeur, dans cette torpeur qui petit à petit fait qu'elle finira au fond de la gamelle, complètement ébouillantée. C'est à un moment trouver quand même le moyen d'arriver à ce que la grenouille se rende compte de ça. Et que, à défaut de pouvoir sortir de la gamelle, au moins elle prépare le moment où il y aura peut-être une possibilité d'en sortir. Et qu'il soit pas basé, parce que le catastrophisme, on le sait, peut être sclérosant. Voilà, du point de vue militant, c'est sclérosant. Ça fait 80 ans que les partis léninistes attendent cette catastrophe du capitalisme qui leur permettra de reprendre le pouvoir comme en 17. C'est arrivé en 17, oui, 1917. Ça s'est jamais reproduit. Ça ne s'est jamais reproduit. Et vous avez des gens qui ont passé des générations entières, lutte ouvrière, dans d'autres partis trotskistes, qui ont passé leur vie à attendre ce grand soir, qui n'arrive pas parce qu'en effet, de toute façon, l'histoire ne repasse pas les plats, et qui finalement, du coup, produisent en fait de l'énergie totalement inutile. Nous, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on arrive à ne pas être dans cette configuration-là. Et moi, c'est ma problématique à moi. C'est vrai qu'il y a un truc qui est absent du bouquin, c'est en fait, il y a pas au milieu de tout ça, il n'y a jamais de grands partis militants, de grandes idées. Ça s'écroule et on ne sait pas ce qui va derrière. Oui, mais parce que c'est pas la perspective. Non, c'est pas la perspective, mais après, c'est vrai que si on se met dans une perspective un peu d'apocalypse, dans toutes les apocalypses, derrière, il y a le sauveur qui lève la main, tout le monde le reconnaît, tout le monde se met derrière lui. Effectivement, quand tu dis il faut qu'il me présente une force militante et des idées qui émergent, c'est faut qu'il y ait cette chose éventuellement autour de laquelle tout cristallisera, et une chance de cristalliser une fois que ça sera pété la figure. Parce que si ça se pète la figure sans aucune idée derrière pour cristalliser autre que le bête réflexe ethnique et le réflexe de survie, là effectivement, non seulement ce sera dans la douleur, mais on renaîtra pas, je pense pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, bon, je voudrais quand même défendre mon cas. Vas-y, Michel, vas-y. Je vais faire comme Jawad Daoud, là. Vas-y. Ah ouais, attends, te me cherches là. Pourquoi toi aussi tu vends de la cocaïne? Non, mais je peux m'y mettre. Hein, tu sais, je veux dire, bon, peut-être ça serait plus rentable que ce que je fais actuellement. Champignons hallucinogènes, peut-être. Ouais, ça doit être plus sympa que de vendre des bouquins, puis ça rapporte plus. Puis bon, voilà. Puis après, on devient une célébrité, on passe au tribunal. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est simplement, bon, d'abord, faut préciser un truc, je suis pas un militant, donc c'est normal que je veux dire, mon boulot, c'est juste d'analyser la situation. On est bien d'accord, hein, Michel. Dans les scénarios, il n'y a pas de grand parti communiste ou fasciste ou ceci ou cela, quoi. Disons, bon, il y a le scénario italien, voilà, que j'appelais scénario italien, c'est-à-dire. Entre dans le détail d'ailleurs. Ouais, en gros, l'idée du scénario italien, c'est qu'il est marrant, c'est le plus drôle. Hein. Alors là, si ça se produit, on va vraiment rigoler. En fait, je pense que la probabilité est quand même assez sensiblement inférieure à 1 sur 2, mais on sait jamais. Le mouvement 5 étoiles arrive au pouvoir en Italie. Et alors, gag suprême, dans un pays où tous les politiciens sérieux, une fois qu'ils sont élus,
disent bon, j'avais vaguement un programme, mais vous êtes d'accord, on est en Italie, hein, donc ouais, bon, je pensais ça hier, mais aujourd'hui, c'est le truc de Groucho Marx. J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, je peux en changer. Hein, c'était le truc. Les politiciens italiens, ça marche comme ça. Et là, j'imagine que le M5S arrive au pouvoir et qu'à la stupeur générale, Beppe Grillo déclare « J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, eh ben, j'en changerai pas quand même. » Et là, effectivement, ça devient hyper marrant parce que, en gros, je pense que la zone euro telle qu'elle est articulée aujourd'hui pète très rapidement, quoi. Je veux dire, je veux bien que on sait gérer des choses très compliquées à Francfort, mais là, Merkel et Beppe Grillo dans le même bateau, c'est impossible, quoi. Ça me paraît vraiment impossible. Et donc là, j'imagine, dans ce scénario-là, parce que c'est très drôle, que bon, qu'est-ce qui se passe en Italie ? J'imagine c'est un scénario que je fais volontairement très positif. Tout se passe pour le mieux. Bon, les Italiens sont des gens pragmatiques. Ce sont des gens pragmatiques, ce ne sont pas des idéologues. Et donc, on peut imaginer chez eux des coalitions pragmatiques qui se font. C'est-à-dire que, bon, le M5S arrive au pouvoir et il s'entend avec la Ligue du Nord. Ce qui est pas du tout impossible. Ce qui est pas impossible. Ce qui est pas impossible, je veux dire, c'est des gens pragmatiques. Et donc, ça commence à créer un mouvement en Italie qui diffuse en France. Et j'imagine que, bon, à ce moment-là, en plus, il y a un autre événement qui se produit dans le printemps italien. Il y a un krach financier majeur qui se produit aux États-Unis. Alors, pour des raisons indépendantes, largement indépendantes de ce qui se passe en Italie, qui est que, en gros, si vous voulez, il y a une guerre à l'intérieur de l'oligarchie américaine et qu'il y a une fraction du capitalisme américain qui décide de profiter de la présidence de Trump et de la présence de Jérôme Powell à la Fed pour faire porter le chapeau d'une deuxième grande récession à des gens qui n'aiment pas. C'est une chose qui peut arriver dans les années qui viennent. Je ne sais pas si ça se produira, mais ça peut arriver. Et la conjonction des deux crée une situation où effectivement, d'un seul coup, des millions et des dizaines de millions de moutons français deviennent des moutons enragés. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que excusez-moi, on est entre potes, alors on se lâche, on a bu un verre, on dit n'importe quoi. Hein. Bon, tous les vieux frileux qui sont là crispés sur leurs petites économies parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à perdre, bah, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre parce que ça a été le bail-in généralisé, il y a eu spoliation sur les comptes bancaires, etc. Toute la classe moyenne supérieure qui est depuis 20 ans en train de festoyer dans les centres-villes en faisant semblant de croire que tout va bien parce qu'elle a pu s'acheter son 2 pièces cuisine à un prix délirant dans Paris, se retrouve d'un seul coup avec des prix de l'immobilier qui s'écroulent, des revenus qui s'écroulent, mais des banques qui continuent à exiger les remboursements. Bon. Et donc dans ce contexte-là, d'un seul coup, effectivement, peut émerger quelque chose. Parce que dans un autre contexte, c'est un autre monde. Ce que j'ai voulu montrer par ce scénario, simplement, c'est un truc que je crois certaines personnes ne voient pas, c'est qu'il y a encore des raisons d'espérer, même si ça sera de toute façon douloureux. Hein. Je veux dire, ça passera par une cata, mais la cata, ça peut être très différent. Je veux dire, il y a des katas à 50 millions de morts et il y a des katas à 500 morts. Hein. C'est quand même pas la même chose. Bon. Et dans ce cas-là, on voit émerger d'un seul coup un truc qui surgit. Alors j'ai imaginé sur Internet. C'est viral, ça passe sur viral, et il y a un mouvement qui est un peu l'équivalent, un M5S à la française, alors plus droitier, parce qu'on est en France, on n'est pas en Italie, et la France est plus, comment dire, elle a une structure qui n'est pas la même, et ça balaye l'ancienne classe politique d'un seul coup. Et je pense que dans un contexte comme ça peut arriver, ouais. Alors après, de toute façon, ce que j'ajouterais juste, deux commentaires en fait par rapport à ce que tu viens de dire, Michel. C'est, je pense que de toute façon, personne n'imagine, en tout cas, j'espère, parmi tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, personne n'imagine qu'à un moment, de toute manière, étant donné le niveau de confort matériel atteint par nos sociétés, aucun changement un peu radical ne soit pas inconfortable. D'accord ? Tout dépend en effet de ce qu'on met derrière la catastrophe. Et tu as raison. Je veux dire, il y a des catastrophes à 500 et des catastrophes à 500 millions. De toute manière, quelle que soit la configuration, on a atteint un tel niveau de confort et de coton que de toute manière, en effet, tout changement sera vécu comme une catastrophe. Ça, c'est très clair. Donc, après, tout dépend, en effet, c'est une histoire de niveau. Je pense que pour plein de gens, le fait de revenir, par exemple, au niveau de vie de nos grands-parents serait vécu comme une catastrophe.
Voilà. Et pourtant, on a des grands-parents qui ont vécu correctement à l'époque. Bon. Sur le mouvement 5 étoiles, c'est vrai que bon, c'est quand même un scénario, de mon point de vue, mais tu le sais bien, en effet très improbable, et c'est en ce sens-là où c'est un scénario original, c'est qu'à un moment, BP Griot puisse dire j'ai des principes et je les garde. Parce que pour l'instant, tous les élus du mouvement 5 étoiles ont exactement fait le contraire de ce qu'ils avaient annoncé. L'exemple typique par la maire de Rome. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la maire de Rome qui, globalement, alors que bon, elle avait été élue sur un discours très scrognonieux, et en particulier sur le plan migratoire. Et sur l'anticorruption aussi. Et l'anticorruption fait exactement l'inverse de ce qu'elle avait dit. Et je crains que ce soit en fait tout le mouvement qui soit en capacité de produire ça. On se reportait d'ailleurs au texte de notre ami Aimant dans le magazine des idées du numéro de cet été. Arrête, on dirait du PGL. Voilà, le magazine des idées, comme dirait PGL. Ouais. Et il y a une constante dans à peu près tous les scénarios, c'est un espèce de groupe, je sais plus comment il s'appelle, de financiers qui sont là à faire des agendas pour des cracks plus ou moins précipités. J'ai un mot qui vient en tête, mais je pense pas que c'est celui auquel tu penses. Et en gros, c'est ça. À un moment donné, il va falloir purger le système d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, avant que Maurice se lâche, je précise que je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que les gens en disent. Hein. Bon. Non, Maurice, tu peux y aller. Hein, je veux dire, c'est... Les oligarques, non, c'est ça? Ah oui. Bah, on les appelle comme ça, ouais. Oui, alors oligarques, c'est bon. Ils peuvent être de nationalités très différentes, mais... De double nationalité très différente. Zut. Non, oui, mais il y a toujours cette idée qu'il va falloir purger à un moment donné le système financier et que ça se fera de gré ou de force. En fait, qu'ils attendent le bon moment pour tout purger et pour tout dégommer. Et en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont arriver à contenir la foule? Est-ce qu'elle va se laisser faire, quoi? En fait, bon, ce que j'explique dans le diagnostic économique, sans entrer trop dans les détails, c'est que la situation qui a donné la crise de 2008 est toujours là, et en fait même elle s'est aggravée. Elle est pire. Elle est pire, voilà. Les produits dérivés déjà. Et donc, il n'y a aucune raison pour que la crise de 2008 ne se reproduise pas. La seule raison pour laquelle, pour l'instant, ça ne se reproduit pas, c'est une politique monétaire très accommodante, avec des mesures non conventionnelles. On peut aller jusqu'à totalement délirante. Oui, oui. On dit accommodante pour pas dire complètement délirante. Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'un des trucs bizarres de l'époque actuelle, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle la catastrophe qu'attendaient nos bons amis de lutte ouvrière, la raison pour laquelle cette catastrophe ne se produit pas, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, si elle s'est produite, mais ça n'a pas du tout donné ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire que le capitalisme, le vrai, celui qui existait avant, en fait, a vraiment implosé. C'est ça qui est très fort. Oui, celui qu'analysait Trotsky dans les années 20. Le capitalisme de papa. Ça a vraiment implosé à tous égards. C'est-à-dire que la logique capitaliste qui dit en gros que l'argent n'est pas gratuit, et qu'il y a un truc qui s'appelle quand même un taux d'intérêt, on en est sorti. Les taux négatifs. Ah voilà, la classe même qui prédominait dans ce capitalisme, la bourgeoisie, a largement implosé. Ce n'est plus aujourd'hui la bourgeoisie qui bénéficie du système, c'est autre chose. C'est une bourgeoisie très très étendue. En fait, c'est tous les retraités américains, les retraités en fait. Les gens qui bénéficient du système, ils sont quand même de quelques centaines de millions. Probablement, c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens veulent pas sortir de l'euro, même ceux que tu cites là, en fait, sont toujours finalement, ils marchent au bord du précipice. Il y a un très bon exemple. Enfin, je veux dire, ces retraités dont tu parles aux États-Unis, par exemple, ceux qui avaient misé sur Enron, ils se sont retrouvés à poil. Non, enfin, les vrais bénéficiaires, c'est les fameux 0,1%. C'est les très riches, c'est les hyper riches. C'est les hyper riches, ce qu'on appelle l'hyperclasse transnationale privilégiée pour parler comme Attali. Ils ont su embarquer derrière eux. Degré de force, c'est-à-dire avec les retraites par. Ils se sont créés des obligés. Ils se sont créés des obligés. Les gens qui dépendent d'eux, quoi, pour leurs vieux jours, etc. Mais si tu veux, il fut un temps où il existait une classe sociale qui s'appelait la bourgeoisie. Cette classe sociale n'était pas seulement caractérisée par la détention du capital, elle était aussi caractérisée par un certain nombre de comportements, un certain nombre de valeurs. Et elle était numériquement quand même assez importante. Il y avait bien sûr une petite, une moyenne et une grande bourgeoisie. Et la grande bourgeoisie n'a jamais été numériquement très importante. Mais l'ensemble du monde bourgeois définissait quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu as une toute petite couche d'hyper riches qui prennent l'essentiel de la croissance mondiale, et ils sont vraiment pas très nombreux, et ils n'ont pas des attitudes, des comportements de bourgeois.
Ils ont pas des, faits, des attitudes, des comportements de mafieux enrichis. Ils sont pas paternalistes, on va dire. Ah ouais, on est sur une pure prédation. Voilà, c'est de la pure prédation. C'est du capitalisme comprador. Et voilà, c'est ça. En fait, donc le vieux truc qu'analysait Trotsky, il s'est vraiment cassé la gueule. Simplement, le truc qui a apparu à la place, c'est pas le prolétariat. Voilà, le prolétariat, avant, il était capable de rien, et maintenant, il est toujours capable de rien. Et voilà. Et c'est bon, bref, je m'égare, excusez-moi. Non, mais si, c'est bien pour ça qu'on t'a invité, Michel. Pour que je m'égare, bien sûr. Ouais. Non. Le vin aidant, ouais, mais non, mais parce que c'est pas de l'égarement, on est bien d'accord. C'est qu'en effet, ça permet d'avoir des grilles de compréhension. Et ça en est une. Ça en est une par rapport en effet, à tout ce milieu qui continue de se rêver révolutionnaire, mais qui se trompe d'objet. Bah, en fait, les gens qui sont en train de faire la révolution aujourd'hui, c'est les 0,01% d'en haut. C'est les Silicon Valley. C'est leur révolution qui s'est déroulée à l'occasion, entre autres, de la crise de 2008, qui continue de se dérouler à l'occasion de cette politique monétaire, mais qui mathématiquement pose des problèmes. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire une économie où les taux sont négatifs? Mais ça veut dire quoi? Je veux dire, rien. Tu me rembourseras moins que ce que tu m'empruntes. Ça n'a pas de sens. C'est dingue. Bah, lorsqu'on le formule, en effet, en une phrase en français, dans une phrase compréhensible par tout le monde, ça ne veut rien dire, en effet. On n'arrive pas à se le représenter. Mais comme on n'arrive pas à se représenter non plus les 1800 milliards de dollars de devises qui sont échangés chaque jour. Enfin, là, on est sur des niveaux, en effet, qui font que on a un vrai découplage entre ce qui est compréhensible par le commun des mortels et ce qui est la réalité financière au jour le jour. Ou le trading haute fréquence, par exemple. Tout à fait. Et là, c'est la force de ce système-là. À la nanoseconde. Mais je crois que le truc tient en partie par son absurdité, en fait. Oui, et puis son caractère, alors virtuel, mais c'est même plus ça, là, c'est quelque chose de déréalisé et d'irréel aussi. Presque d'irréel. Mais en théorie. Pourtant, qui aura des conséquences très réelles. Ouais. Bah, tout le monde fait semblant d'y croire, à la limite. Ouais. Tant que les traders font semblant d'y croire, tout le monde fait semblant d'y croire. Ah bah, c'est la notion même de monnaie ou d'économie fiduciaire. Enfin, ou de bulle. Voilà, tu as une pseudo-confiance, en effet, que chacun affiche pour éviter que tout tombe. Donc, il y a des bulles dont tu peux sortir, elles sont localisées, mais quand la bulle c'est le monde, à la limite, personne n'a finalement intérêt à la faire péter puisque t'es dedans, il n'y a pas d'ailleurs de la bulle. Hein. Il n'y en a pas. Tout à fait. Donc, mais par rapport au scénario que tu as produit, Michel, est-ce que tu en as produit plus et finalement tu as choisi ces 8-là? Ou est-ce que c'est en effet, quand tu as essayé de construire à un moment ta modélisation, tu t'es dit, bah voilà, il y a ça donne ça, et puis tu es arrivé sur ces 8-là? En fait, j'ai fait un classeur Excel, j'ai fait un tableau. Donc j'ai mis, il y avait 9 colonnes, non 10 colonnes. La première colonne, c'était les tendances qui avaient été identifiées dans l'analyse avant. La deuxième colonne, c'était que devient cette tendance. Donc là, je faisais une petite projection allant un peu au-delà. Voilà. Et puis ensuite, pour chacun des 8 scénarios, j'ai mis dans ce scénario-là, voilà ce que donne cette tendance. Mais c'était des choix. C'est-à-dire que là, j'ai articulé 8 scénarios de base parce que j'ai fait 2 exposants 3. Mais en fait, il faudrait considérer... J'ai fait ça parce que j'ai considéré que je mettais 3 incertitudes majeures qui correspondent aux 3 tendances les plus critiques. Mais en fait, des tendances, j'en ai identifié, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine. Donc en fait, il faudrait mettre, pour avoir le nombre de scénarios simplement donnés par une petite modélisation comme ça, faire 2 exposants 50, quoi. Donc j'ai pas le calcul en tête, mais ça fait déjà des milliards. Hein. Oui, tout à fait. Quel regard est-ce que tu as sur... Parce que tu n'es pas le premier à proposer des scénarios, à faire de la prospective en quelque sorte, et généralement c'est à chaque fois très intéressant. Le premier qui me vient en tête en termes de là récemment maintenant, ça date de peut-être bien 10 ans, hein. C'est Guillaume Fay sous le pseudonyme d'Alexandre Corvus. Guillaume Corvus, pardon, pas Alexandre, exact. Guillaume Corvus, la convergence des catastrophes. Voilà, ce qui était quand même très explicite, c'est la convergence des catastrophes. Donc, il disait, voilà, il va y avoir en effet, le titre est clair, hein, une convergence d'un certain nombre de phénomènes critiques. Alors lui, c'est vrai que il le plaçait, je pense que son erreur a peut-être été de le dater. C'est vrai qu'il voyait ça avant 2010. Bon, bah, on est en 2017. Après, Laurent Ozon avait cette, parce que je lui avais posé la question lorsque j'avais reçu.
Voilà, Laurent Ozon disait, c'est une histoire de sensibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de la datation n'est pas importante. À partir du moment où ces personnes qui font des scénarios, c'est que de toute façon, ils ont une sensibilité plus aiguë que les autres, plus aiguë que les autres militants ou que nos autres compatriotes sur, en effet, l'évolution. Et que donc, à un moment, cette hypersensibilité fait qu'en effet, ils peuvent se tromper dans les dates. Ils ne se trompent pas, malgré tout, dans l'analyse. Quel regard, toi, est-ce que tu as, justement, par exemple, sur ce scénario de Guillaume Fay, sur ces scénarios passés, dont certains pourraient dire, ah, vous voyez bien, c'est pas arrivé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, en fait, le scénario 7 de Voir Macron est inspiré en partie par la convergence des catastrophes. C'est pas exactement ce que dit Fay dans la convergence des catastrophes, parce que la chouette de Minerve a un petit peu décollé depuis cette époque-là, mais c'est inspiré un peu par ce qu'il avait fait. Alors effectivement, on est en 2018 et c'est pas arrivé. Cela dit, les grandes tendances qu'il avait détectées sont toujours là, quoi. Bon, personne ne peut savoir. L'avenir est imprévisible, à mon avis, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le monde est chaotique. Le monde est chaotique, c'est pas moi qui le dis, c'est les mathématiciens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dépendance sensitive aux conditions initiales est trop grande pour qu'on puisse prévoir quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas de proportionnalité entre l'erreur qu'on peut faire sur la mesure des conditions initiales et les résultats que va avoir cette erreur. Donc, de toute façon, déjà, c'est une première raison pour laquelle c'est imprévisible. Et la deuxième raison, c'est que si le monde était prévisible, raisonnons par l'absurde, alors les acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il se passe ce qui va logiquement se passer changeraient les conditions. Et donc ça rendrait à nouveau le monde imprévisible. Donc de toute façon, c'est imprévisible. Ça déjà. Imprévisible par les petites gens comme nous. Il est possible effectivement que des acteurs ayant un très haut niveau d'information et de très gros moyens de modélisation... Écoute, Zbigniew, je vais y arriver. Brzezinski, j'appelle Zbigniew, mais il faut dire Zbigniew, c'est un Polonais qui me l'a dit. Alors Zbigniew Brzezinski a écrit dans son... On peut juste, Michel, rappeler, parce que... Ouais, c'est une de mes références. C'est un conseiller, il a été conseiller au président Carter. C'est lui qui a monté le piège à ours en Afghanistan, qui a fortement contribué à faire tomber l'URSS. Puis il a été conseiller sous Clinton, il a été moins écouté à l'époque et d'ailleurs Clinton aurait dû l'écouter davantage, mais enfin ceci est une autre histoire. Et il était encore conseiller hors organigramme d'Obama pendant une partie du mandat d'Obama. Ouais, et on lui attribue en gros cette reconfiguration du Moyen-Orient qui circule. Alors le problème c'est que des reconfigurations du Moyen-Orient c'est un sport national aux États-Unis. Quand ils s'ennuient, ils font des cartes du Moyen-Orient. Donc il y en a eu plusieurs, quoi. Donc, mais il y en a une effectivement qui est liée à Brzezinski, mais il y en a eu plusieurs. Alors, parce que Brzezinski, pour dire les choses, enfin, aux États-Unis en gros il y a plusieurs tendances. Et Brzezinski n'a jamais été dans une des tendances très fortement liées au réseau pro-Israël. Voilà. Plutôt moins que plus, voilà. Bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Ouais, c'est ça, ce que tu disais, le monde c'est un système complexe, en fait, c'est ça, je crois, en mathématiques. Un système complexe, et avec énormément d'interactions, une très forte dépendance aux conditions initiales et une non-linéarité. C'est-à-dire que tu peux avoir les résultats, quand tu fais modifier une variable, les résultats sont non linéaires. C'est-à-dire que ça peut être très faible à un moment donné, accéléré énormément à un autre moment, quoi. Donc effectivement, et d'ailleurs en économie, tu vois, les choses c'est un peu piloté comme un système complexe. C'est-à-dire en fait, les gens ils changent un petit peu de TVA en espérant que ça va avoir une grande incidence sur le chômage. Je te change un petit bout de TVA, puis encore un petit bout. Tu changes, tu fais varier petitement des variables en espérant que ça va modifier de manière substantielle les indicateurs comme le chômage. Donc effectivement, même la manière de gouverner aujourd'hui montre que les gouvernants considèrent le système presque comme impilotable. Ils le pilotent au pifomètre comme un système complexe en fait. Alors, du coup, on a coupé Michel, en effet, dans sa présentation de Brzezinski. Ce que je voulais dire, c'est que dans son dernier bouquin Strategic Vision, qui est très intéressant parce que non seulement il fait des constats sur l'évolution, mais il fait aussi un peu son mea culpa, il réfléchit là où il s'est planté, etc. Et il a cette formule, il dit en gros, on peut considérer que ça a un sens de faire des scénarios sur 20 ans. Voilà. Au-delà, c'est même pas la peine d'essayer de faire des scénarios, en gros. Voilà. Donc, au plus haut niveau, pour des gens qui ont quand même un très haut niveau d'information, etc., ils essayent de réfléchir à 20 ans. Ça ne veut pas dire que c'est prévisible pour eux, hein. Mais ça veut dire qu'ils doivent considérer qu'à 20 ans, ils doivent pouvoir continuer à réfléchir. Mais parce que c'est devenu excessivement... Enfin,
je pense que si certains auditeurs ou auditrices ont envie de s'amuser, il suffit de regarder un moment, ne serait-ce que par exemple les cycles du produit. C'est-à-dire qu'à un moment, regardez la période d'invention ou la date d'invention d'un produit, quel qu'il soit, et ensuite son innovation, c'est-à-dire son application dans la vie concrète. Et on regarde ça en partant du XVIIIe siècle. Et en fait, on voit d'une façon très très simple un temps qui se rétrécit de plus en plus, avec en gros des cycles d'innovation qui sont de plus en plus courts. Et donc ça, c'est sur quelque chose de très concret qui est le produit. Alors, je pourrais donner comme exemple la photographie, je pourrais donner le téléphone, ensuite je pourrais donner l'ordinateur, je pourrais donner la puce électronique. Bon, si on étend ça en effet à l'ensemble de nos sociétés, en effet, on est sur des cycles de changement ou de transformation qui sont de plus en plus courts et qui rendent en effet la prospective de plus en plus compliquée. Et c'est pour ça que dans ton livre, tu le dis, à un moment, au-delà de 5 ans, bon, toi, ce qui t'intéresse, c'est le quinquennat Macron, ce premier quinquennat Macron, en espérant qu'il n'y ait pas un deuxième, mais alors ça, bon, c'est autre chose. Mais sur ce quinquennat-là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses où on sait que de toute façon, ça n'arrivera pas parce que c'est trop court, ou en tout cas, la probabilité pour que ça arrive est trop court. Par contre, en effet, c'est finalement une période quand même de réflexion qui est maintenant justifiée, 5 ans, c'est très court, mais le changement se fait de façon tellement rapide que c'est pas plus ridicule qu'autre chose. En tout cas, c'est clairement pas plus ridicule que de penser à 10 ou 15 ans, parce qu'en effet, on est incapable de prévoir sur cette période. Tout ça pour dire que donc on peut pas en vouloir à Guillaume Fay s'il s'est un peu planté. Oui, tout à fait. Non, mais là, mais j'en veux pas. C'était plus fait, toi. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, il s'est pas vraiment planté. Hein. Loin de là. Non, c'est planté juste sur la datation. Très loin de là. Sur les tendances, il a. Sur les tendances, il a vraiment. J'irais pas jusqu'à dire tout bon, mais pas loin, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est juste avoir le regard de Michel par rapport à ça. Ouais. Là, en ce moment, on a une discussion avec Piero San Giorgio. Piero pense qu'il va y avoir une crise des combustibles liquides dans pas très longtemps. Donc, en gros, lié au problème de la déplétion pétrolière. Bon. Sur l'absence d'investissement, en tout cas sur d'investissement de recherche qui fait qu'à un moment. Il y a une absence d'investissement de recherche. Il y a le pic d'extraction des conventionnels. Bon, lui pense qu'on va avoir un problème là-dessus. Il pourrait s'en expliquer plus en détail s'il venait, mais d'après ce que j'ai compris, voilà, il est toujours sur ce scénario-là. Et ça, combiné à beaucoup d'autres choses, il continue à penser qu'on va vers une catastrophe majeure à l'horizon 2020, 2021 ou quelque chose comme ça. Donc pour lui, c'est rapproché. Bon. Moi, mon opinion personnelle, c'est que le plus probable, c'est plutôt qu'on va avoir un effondrement global qui pourrait être complet ou partiel, ça je sais pas, mais plutôt je le situe entre 2030 et 2050. Parce que je pense beaucoup plus que le paramètre clé, ça va être le taux de disponibilité des ressources naturelles d'une manière générale. Métaux rares, énergie, mais énergie au sens large, c'est-à-dire pétrole, gaz naturel, etc. Ouais. Oui, sachant qu'on a encore 400 ans de charbon devant nous, par exemple. On a encore plein de charbon, mais il faut aller le chercher, il faut gérer ses conséquences écologiques, enfin bon, c'est pas simple. Bon. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Pierrot est sur un scénario et que moi je suis plutôt sur un autre, c'est tout simplement le paramètre qui est retenu. Voilà. Et à un moment, quand on imagine, quand on décide de prendre un scénario de référence, consciemment ou inconsciemment, on priorise un paramètre. Voilà. Tout ça est très artificiel, tout ça. Et en fait, c'est pas très intéressant en soi. Ah si, alors pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Michel. C'est que justement, c'est ce qui rend l'exercice intéressant. C'est qu'en effet, alors évidemment, là aussi, hein, c'est un petit peu, vous allez vous moquer de moi, enfin en rigoler. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre l'aspect pratique, qui en effet est catastrophique, et l'aspect intellectuel qui moi m'intéresse. C'est que en tant qu'historien, ou alors historien c'est un peu pompeux, en tant que praticien de l'histoire on va dire, ça me renvoie au fait qu'à un moment sur un événement passé, les grilles d'analyse rendent un même événement d'une lecture tout à fait différente. D'accord, tout dépend de cette grille de lecture. Bon, on est d'accord. Et ben en fait c'est la même chose pour l'avenir. Et ce que tu dis, Michel, bah oui, si c'est intéressant parce que en effet ça explique à un moment les petites différences d'ajustement qu'il peut y avoir d'un scénario à un autre. Et moi, c'est ce qui me rend ton livre intéressant, c'est ces 8 scénarios. C'est qu'en effet, il n'y a pas de déterminisme, il y a une hétérotélie,
des choix. À un moment, en effet, il y a des choix qui sont faits, qui peuvent aboutir à des conséquences ou à des objectifs qui sont différents, à des résultats qui sont différents. Et donc, à un moment, n'importe lequel de ces 8 scénarios, en soi, combiné peut-être avec d'autres choses, d'ailleurs, des scénarios peuvent se combiner, mais en soi, oui, ils sont intéressants. Et ça renvoie à ce que tu disais sur le fait de faire un tableau Excel et puis d'arriver à un nombre de probabilités qui est absolument incroyable. Ouais. Bon, mais après, là, on sort de la capacité de. Non, ce que je disais, c'est pas très intéressant. Je veux pas dire par là que l'exercice est pas intéressant. Je veux dire que ce qui est pas très intéressant, c'est la conclusion, en fait. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de savoir que Pierrot pense qu'on va tous mourir en 2021. Et que moi, je pense qu'on va tous mourir en 2035. Sauf lui, si tu achètes son bouquin. Ouais. Non, mais... Sauf toi, si tu achètes son bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, on change le paramètre. On change le paramètre de lecture, et à ce moment-là, en effet... Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le lien entre le choix du paramètre et le... Voilà, c'est la... En fait, c'est comme ça, on va mourir, mais on aura progressé sur le plan de la connaissance pure, c'est bien. On mourra pas idiot. Voilà. C'est déjà ça. C'est toujours ça. Tout le monde peut pas en dire autant. Ça très clairement, très clairement. Je voudrais faire un retour en arrière, Michel. Est-ce que tu peux nous, sans en donner tous les détails évidemment, mais repréciser un peu le détail du printemps italien? Parce que tu es rentré de. Donc il y a une entente Ligue du Nord, mouvement 5 étoiles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, puisque c'est quand même le plus plaisant des ouais, on sent le tropisme italien, franchement. Ah on est sur MZ. Hein, donc. Ouais, non, mais en plus j'aime bien les Italiens dans l'ensemble. Je trouve que en Europe, c'est quand même eux qui sont les plus proches de nous. Et comme on est les meilleurs, ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal, quoi. Tout à fait. Mais et puis après tout, au moment de la Renaissance, on aurait pu ne former qu'un seul pays, hein, s'il y avait eu un peu plus d'intelligence au niveau de la monarchie. Ouais, mais même à l'époque de Napoléon, ça... Aussi, tout à fait. D'ailleurs, même avant César, lui, il a réussi, par contre. Alors... C'était Horace, je crois qu'il parlait de la romanisation de la Gaule, non? Oui, c'est ça. Notre chère romanisation de la Gaule. Qu'est-ce qui se passe dans le printemps italien? Donc, on part sur un scénario auquel on peut croire ou pas, et qui est donc que le M5S décide de rester fidèle à son programme. Alors il est allé aux élections sur un programme, au moment où j'ai écrit le livre en tout cas, c'était le programme vers lequel il s'orientait, et qui était en gros, si je résume, on fait tout péter, quoi, ou à peu près. Hein. Donc le M5S, au moment où j'ai écrit le livre, les élections devaient avoir lieu en mai. Finalement, elles auront lieu en mars. L'Italie est un pays charmant, tout est à géométrie variable là-bas. C'est la loi électorale, les dates des élections, on s'arrange, on discute, et puis bon, finalement on devait voter en mai d'une certaine façon, alors on va voter en mars d'une autre c'était façon. Au municipal, donc normalement qui devait avoir lieu en 2007, parce que les précédentes avaient lieu en 2001, donc c'est tous les 6 ans. On a estimé qu'il y avait trop d'élections cette année-là, puisqu'il y avait une présidentielle et des législatives, et on a repoussé d'1 an les municipales. Et apparemment, il est question de faire la même chose pour les prochaines municipales. Il est question déjà de les repousser d'1 an, donc on sait faire ça aussi ici. Ah oui, mais j'ai pas dit que la France n'était pas aussi un pays charmant. Hein. Je veux dire, mais ce qui est drôle, c'est le contraste avec l'Allemagne. Parce que les Allemands, ils ont une constitution. Ils ont des règles. Le patriotisme constitutionnel. Et il faut faire fonctionner le truc. Alors, ils se sont mis dans une situation avec la multiplication des fractions au Bundestag où ça peut plus marcher. Mais c'est pas grave. Papa Schulz et la grosse Merkel se sont mis d'accord pour que ça marche conformément au manuel. Ils sont quand même un petit peu psychorigides, ces braves gens, il faut bien le dire. Hein. J'ai rien contre eux, hein. Mais vu de France, c'était quand même un sketch assez extraordinaire. Alors bon, pour en revenir au scénario, donc il y a des élections qui se passent en mai dans ce scénario-là, bon, elles ont lieu en mars. Donc en juin, l'Italie annonce son retrait de l'OTAN et demande le retrait des armes nucléaires américaines présentes sur son sol. Rome adresse publiquement un mémorandum à Bruxelles. L'Union européenne doit dénoncer le traité Europe-Canada et suspendre sine die le processus devant conduire au traité transatlantique. Elle lèvera toutes les sanctions contre la Russie et soutiendra la constitution d'un véritable État palestinien souverain. En échange... c'est du belge. Hein, non, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était... Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, parce que je n'ai pas suivi depuis honnêtement, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était tout simplement ce que le M5S envisageait comme programme.
En échange, l'Italie acceptera de participer à une refonte en profondeur de la zone euro. Sinon, un référendum sur la sortie de l'euro sera organisé en septembre 2018. Bon. Dans le courant du mois de juin 2018, l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Finances européen, qui est en pratique présidé par le ministre des Finances allemand, qui dit aux autres ce qu'ils vont dire en gros. L'Eurogroupe se réunit en l'absence du ministre italien excusé par ses pairs. Les pays d'Europe du Nord témoignent d'un curieux soulagement. Ça, je pense que c'est ce qui se produirait dans Tout à fait. Alors, les Finlandais, je crois que tu cites d'ailleurs les Finlandais. Je sais plus si c'est dans ce scénario-là ou dans un autre. Et c'est très exactement. Quand on regarde les positions du parti des vrais Finlandais, ils sont exactement sur cette ligne-là. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est pas d'ailleurs de l'égoïsme. Hein. On présente ça souvent comme de l'égoïsme national, mais c'est faux. C'est tout simplement, ils ont compris que le péché originel de l'euro, alors qui n'est pas exactement une monnaie unique, alors s'il y a des mecs de l'UPR qui nous écoutent, oui, on sait, ce n'est pas exactement une monnaie unique, mais pour schématiser, on va dire que c'en est une. Et on connaît François Asselineau. Et on connaît l'UPR. Hein, voilà. Donc pas de problème, hein, pas la peine de nous envoyer des SMS ou des mails. Effectivement, le parti des vrais Finlandais estime que voilà... les différentiels compétitifs, les divergences économiques sont trop importantes entre les pays d'Europe du Sud et notamment les pays d'Europe du Nord et de Scandinavie pour que l'euro puisse se perpétuer, se pérenniser. Donc effectivement, je pense que sur ce point, le scénario est totalement crédible. Il trouverait un appui de ce côté-là. Voilà. Donc le ministre des Finances allemand est plus ambigu. Il est coincé entre une Bundesbank dont l'avis recoupe assez bien celui des Finlandais et un gouvernement allemand persuadé que le maintien de l'OTAN est indispensable à la sécurité de la République fédérale. Donc l'Eurogroupe décide de ne pas décider. Pour sauver la face, un communiqué appelle le gouvernement italien à maintenir les opérations de vente d'actifs publics programmées par le précédent gouvernement. Alors là, j'imagine la réponse. Alors je veux dire, en réponse, Rome annonce une vague de nationalisation. Le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Juncker, tente de négocier avec le président du Conseil italien, Di Maio, j'imagine que c'était Di Maio qui serait président du Conseil. La réponse de l'Italien fait rire toute l'Europe, va cuver et fous-nous la paix. Je pense que ça se terminera réellement comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui va péter un câble et dire à Juncker et à ce genre de mec, non mais ta gueule, quoi. Mais ferme-la physiquement, quoi. Je pense que ça va se terminer comme ça. Je sais pas qui ça sera. C'est possible, ouais. Mais voilà, donc ça c'est ce que j'imaginais. Moi, je vois bien plutôt des gens du groupe de Visegrad faire ça sur les questions de quotas migratoires. C'est l'autre possibilité, je pense. Ouais. Ou ça sera les mecs du Sud qui vont péter un câble sur l'euro, ou ça sera les mecs de l'Est qui vont péter un câble sur les quotas migratoires. Je pense que les mecs de l'Est le feront avant, mais je suis pas sûr que ça fasse péter la structure. Alors que quand les mecs du Sud vont le faire sur l'économie, là ça fera péter la structure, je pense. Oui, parce que déjà les groupes du Visegrad sont pas dans l'euro. Voilà, donc à partir de là, la spéculation se déchaîne contre les dettes des pays méditerranéens de la zone euro. La Banque centrale européenne est mise sous pression par une réserve fédérale qui milite pour un resserrement monétaire coordonné entre les deux rives de l'Atlantique. Alors ça, c'est une problématique qui va être très importante dans les mois et les années qui viennent. En fait, le dollar et l'euro sont tous les deux en difficulté. Et dans les deux cas, il y a une interaction complexe entre politique intérieure, politique étrangère et économie. Le dollar baisse naturellement à cause de la dédollarisation, chinoise en particulier, ce qui arrange les Américains en réalité, et qui va leur permettre probablement d'accompagner leur programme protectionniste. Mais il y a des gens à l'intérieur des États-Unis qui peuvent décider à un moment de pousser encore plus les feux sur les taux d'intérêt pour essayer de flinguer Trump. Donc il y a des motifs de déstabilisation politique. Et en Europe, il y a aussi des gens qui vont avoir tendance à foutre le bordel. La City of London, si le Brexit est conflictuel, va relancer l'attaque sur l'Europe du Sud et les taux vont se tendre. Sur les taux, ouais. À l'intérieur même de l'Union européenne, je ne sais pas combien de temps les Allemands vont accepter un fonctionnement qui est quand même contraire à tous leurs principes, et comme je disais avant, ils sont pas connus pour leur souplesse, les mecs. Hein. Et donc, ce qui risque de rendre le système difficilement pilotable par les dirigeants, c'est ce double bordel, dollar et euro, à coordonner pour garder un euro-dollar qui est à peu près dans les clous et qui ne débouche sur une récession majeure ni en Europe ni aux États-Unis. C'est pas facile, hein, ça va pas être facile pour eux.
Donc la Banque Centrale Européenne n'a pas de marge de manœuvre, les taux italiens s'envolent. Et alors là, je fais une hypothèse. Bon, je dis paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Italie. Cela rend son maintien dans la zone euro si improbable que tout le monde se résigne au retour de la lire. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il peut y avoir un phénomène psychologique qui peut se déclencher. Parce que là, pour l'instant, une des raisons pour lesquelles l'euro tient, c'est que personne ne croit à son explosion d'une certaine façon, tellement c'est gros. Mais à un moment, on peut passer un cap à partir duquel les acteurs économiques se diront ouais bon bah d'accord, c'est mort. Ceci étant, Michel, j'avais l'impression qu'il y a eu un moment où par rapport à la monnaie grecque, on était quasiment sur ce passage-là, sur ce seuil psychologique. Il y a eu un moment, alors je serais incapable de le dater là tout de suite, en 2018, c'était il y a 3 ans, enfin au plus fort de la crise, où à un moment, les échos qui venaient, et je pense en particulier par exemple par rapport à Fait Documents, hein, par rapport à ce que pouvait écrire Emmanuel Ratier, qui à l'époque était encore vivant, il y avait ce sentiment, ces signaux qui étaient envoyés d'Allemagne, que bon, c'est bon, l'affaire était pliée. Un retour à la drague. Ouais, ok, voilà, on allait retourner à la drague, mais puis c'est tout. Mais c'était la Grèce, et en effet, le poids économique, symbolique, était pas du tout le même. Et c'est vrai que là-dessus, je partage tout à fait ton analyse. C'est vrai que dans le cas d'Italie, on serait sur toute autre chose. Ça, c'est... voilà, c'est-à-dire que la Grèce, ça doit être quoi, 10% du poids économique de l'Italie, ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'on est à 2% du PIB européen. Voilà, alors c'est ça, ouais. Alors donc le choc peut être amorti. Alors que l'Italie, non. À la fin du mois de juillet, pour la première fois, les sondages donnent l'Italexit gagnant au référendum. Fin août, les 2/3 des Italiens se déclarent favorables à la sortie de l'euro. La Banque d'Italie commence à émettre des lires provisoires. L'agonie de l'euro entre dans sa phase terminale. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Alors je vais pas rentrer, parce qu'après ça serait trop long. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans ce scénario-là, il y a vraiment une note d'optimisme. Ouais, je pense que... Notamment sur la conclusion. En fait, moi, vraiment, j'arrive à la conclusion que les scénarios qu'il faut souhaiter, c'est les petites catastrophes. C'est-à-dire les petites catastrophes qui coûtent pas trop cher. Pour une refondation. Et qui ouvrent la porte à une refondation. Le truc qui me fait le plus peur, c'est... On arrive à verrouiller le machin. On tient encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, quand ça pète, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je pense qu'il vraiment... il faut essayer, tu parlais tout à l'heure de la question de comment redonner un enthousiasme militant aux gens, il faut leur dire, voilà, il faut essayer de se préparer aux petites catastrophes, de se préparer même aux moyens de les déclencher au bon moment, et là, on peut, de toute façon ça va faire mal, hein. Je veux dire, là maintenant c'est terminé, ça va faire mal. On est bien d'accord. Mais on peut y avoir mal et avoir mal. Avoir mal, et puis rebondir, c'est pas grave. Avoir mal et crever, c'est pas la même chose, quoi. Le but, c'est d'avoir mal et de rebondir. Hein. Non, mais tout à fait. On est d'accord dans l'analyse. On va même reprendre l'étymologie. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'apocalypse, enfin de scénario apocalyptique. Apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement. Voilà. C'est une révélation aussi d'un système qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui dysfonctionne sans cesse. Et qui est intrinsèquement, ontologiquement vicié. Voilà. Et je pense que pour le coup, enfin, moi, un de mes espoirs, il est quand même là-dessus. Il est que ce constat, il est partageable par une multitude d'acteurs. Et par une multitude de courants d'inspiration politique différentes. Y compris des gens qui nous sont très éloignés. Et nous-mêmes, de gens, en effet, qui... alors pour le coup, nous sommes moins éloignés parce que ce qui nous distingue, je pense quand même, de nos adversaires politiques, au moins en tout cas ceux qui nous affichent comme adversaires politiques, c'est que nous on n'hésite pas à parler à un moment de ce qui les nourrit intellectuellement, alors que l'inverse n'est pas vrai. Mais on en revient toujours à cette idée que la liberté elle est ici, hein. Elle est quand vous écoutez Méridien Zéro, elle est pas quand vous allez écouter, comment ça s'appelle leur truc, le média. Le média. Ouais. Voilà, le média. Oh, c'est très mauvais. Ouais, je sais, j'y suis allé encore très peu. C'est calamiteux. Enfin vraiment, justement, j'espérais quelque chose d'intéressant. C'est calamiteux. Ouais, on ne fait pas une bonne littérature avec des bons sentiments. Ouais, c'est calamiteux. Donc la liberté, elle est ici, elle est sur cette antenne. Alors cette antenne qui est limitée, hein, on a toute l'humilité possible du monde, réel, hein, pas feinte. Mais il n'empêche, clairement, on a des choses à partager avec ces courants-là et avec leur analyse en effet du monde actuel. Et je pense qu'on a une majorité en effet à considérer que c'est plus tenable.
Alors après, les remèdes peuvent être un petit peu pensés différemment, mais c'était plus tenable. Donc, de mon point de vue, ça nourrit mon espoir militant, hein, bien sûr. Moi, je me posais une question, c'est peut-être un petit sondage. Après, quel est le... Donc, on a vu le scénario 4, ok, ça convient... Enfin, c'est le plus optimiste. Quel est le pire scénario, en fait? On enlève la guerre nucléaire totale où tout le monde meurt. Quel est le scénario peut-être le pire, le plus attristant, ou celui... la mort douce, c'est la mort douce. La mort Ah, douce, c'est bien sûr la mort douce. La mort douce, c'était Il y a la mort douce, mais moi, c'est pas la mort douce qui m'a le plus attristé. Enfin, il y en a qui m'a vraiment attristé. C'est celui où la catastrophe a servi à rien, quoi. Et moi, celui qui m'a attristé, c'est, je crois, c'est le 6. Et à la fin, il y a l'Europe qui est coupée en deux, la France qui va vers le milieu atlantiste et l'Allemagne qui se tourne vers l'est. Et Oui, c'est la mais mort alors- de l'Europe, c'est-à-dire en fait c'est la mort de l'espoir européen. C'est vrai C'est comme ce qui de m'a- Roubatchov, mais ça c'est quelque chose qu'on a connu pendant 50 ans. Alors bien sûr les jeunes générations celles qui nous écoutent et celles qui ne nous écoutent pas. Le scénario 6, c'est Mais, le dérapage incontrôlé. Ouais, les jeunes générations n'ont pas connu ça, donc c'est vrai que ça peut être particulier pour eux. On fait partie d'une génération qui a encore connu ça, et donc du coup, c'est vrai que moi finalement le retour, et de ce point de vue-là, je pense que c'est un des scénarios qui serait possible aussi. Michel peut m'interrompre s'il pense que non. Mais qui est défendu par exemple par des gens autour de Grossouvre et tout ça, le retour à une Europe carolingienne, qui serait pas le pire des scénarios, très clairement. Je crois pas que ce soit celui-là. Hein. Celui-là c'est vraiment la France Oui, non, mais- qui tombe dans l'orbite atlantiste et l'Allemagne Oui. qui... bon. J'ai bien, et ce qui est le contexte de la guerre froide. Mais à partir de ce scénario-là, on pourrait imaginer en effet un recentrage sur une Europe qui ne soit pas qui soit occidentale géographiquement, mais qui ne soit pas occidentaliste ou occidentalisée. Comme c'est en effet le scénario de Michel sur une satellisation atlantiste. Bon. Oui, ce que tu dis, le retour à une Europe carolingienne. Quoi. Ouais, c'est- Ouais, le 6 c'est le scénario triste pour moi. Alors évidemment 1, 2, 3 c'est la défaite. Ouais, je vais lire un très bref passage là du scénario La Mort douce. Donc c'est un passage en italique. Donc les passages en italique, c'est généralement des passages où tu fais des incises, en fait où tu commandes ton analyse. Alors prédiction, prévision, on met les mots qu'on veut. Évidemment pas prophétie, hein, mais. Non, Michel ne veut pas de fans, donc pas de prophétie. pas de prophétie. Non, putain, surtout pas. Alors là, Surtout pas de fan. Ouais. ouais, surtout que je sais pas si tu sais, mais à la fin, en général, le prophète, on le crucifie. Donc, Ouais, moi, j'ai vu la vidéo anniversaire donc moi, ça serait très moche. Je glisserais sur la croix. Non. Donc je lis le bref passage là sur le scénario de La Mort douce pour que les auditeurs se fassent une petite idée. Le scénario de La Mort douce est un scénario de stabilité planétaire. Entre 2017 et 2019, le monde finit de se remettre de la grande récession de 2008-2011. À partir de 2020, une nouvelle récession commence. Mais elle est gérée aussi bien que possible sur le plan purement technique. Les élites mondialisées sont relativement intégrées, elles font collectivement le choix de la paix. Les flux migratoires ne diminuent pas, la démographie de l'Afrique, du monde musulman et du sous-continent indien étant ce qu'elle est. Mais ils n'explosent pas non plus. Et on n'assiste pas à la réédition de l'opération Migrant de 2015. Dans l'ensemble, ce scénario de stabilité voit donc la continuation des tendances préexistantes. L'islamisation d'une partie du territoire français n'est pas interrompue, le salafisme continue à prospérer, les contradictions de la politique musulmane de la France sont de plus en plus voyantes. Voilà, donc ça c'est le scénario joyeux. Que je considère comme le plus probable, hein, quand même, il faut le dire. Et ce qui est malheureusement, qui est, ouais, très probablement, pour le coup, le plus probable. alors tu considères pas que l'éclatement de l'euro est si inévitable que ça, parce que l'éclatement financier Je crois que j'ai dit d'ici à 2022, 40% de chance pour que ça éclate. c'est vrai que d'ici à 2022 oui, mais à terme Ah bah à long terme, de toute façon, je veux dire, c'est pas compliqué. Citez-moi une union monétaire dont l'issue n'a été ni la constitution d'un État unifié, ni l'explosion. alors, On finalement, n'a c'est pas la- d'exemple en fait. Il y en a finalement pas. c'est la mort douce jusqu'en 2022. Après ce scénario de mort douce il peut pas tellement continuer puisqu'après il va se passer des choses terribles a priori qui... À un moment, oui, mais je pense qu'en gros, que plus on attend, pire ça sera. Quoi. On a encore quelques minutes ou pas? Ouais, un tout petit peu. un petit conseil vas-y, une Ouais, petite non, lecture. juste, il y en a un qui est très intéressant aussi, moi, qui m'a vraiment particulièrement intéressé, c'est le scénario 7, la découverte de l'Europe. Donc si tu peux en dire quelques mots brièvement. Bah, en fait, c'est le scénario qui est en partie inspiré par Guillaume Fay. Donc, bon, c'est un scénario à très faible probabilité, bien sûr, parce qu'il suppose un concours de circonstances assez exceptionnel. Donc, il y a une crise financière majeure. Bon, ça, c'est très possible d'ici 2022.
mais en même temps, il va y avoir une anomalie climatique majeure aussi. Ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Et donc, on va avoir un peu ce qui s'est passé déjà en 2010 avec la grande vague de chaleur qui avait fortement fait baisser la production céréalière dans une partie de l'hémisphère nord et en particulier en Russie du Sud et en Ukraine. Phénomène qui a joué un rôle dans les printemps arabes, même s'ils ont été instrumentalisés. En 2008, oui, ça a joué un rôle capital. Ouais. Ben voilà, la hausse du prix des céréales, etc. Donc là, il se passe la même chose, mais au carré, quoi. Ça, plus la crise financière, on a en gros une vaste zone, on va dire l'essentiel de l'Afrique, le Moyen-Orient, qui bascule au minimum dans la disette et largement dans de vastes zones dans la famine. Et on a tous les pays, en fait, en dehors de ça, qui ne sont pas sur des taux d'autosuffisance alimentaire importants, qui ont de très sérieux problèmes et qui basculent, au pire dans la disette. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à la famine en Inde ou en Chine, mais on a quand même des fortes tensions sociales et ça a des conséquences très lourdes sur la capacité de ces États à fonctionner normalement. Et donc dans ce contexte-là, on a des flux migratoires gigantesques qui se déclenchent. C'est l'exode biblique, quoi. Et donc, ces flux migratoires vont nous avoir une réédition de ce qui s'est passé en 2015, sauf que cette fois, il n'y a pas 2 millions de migrants, il y en a des dizaines de millions. Voilà. Donc là, à partir de là, j'essaye d'imaginer un peu ce qui peut se passer. Donc, en gros, donc j'imagine que la Turquie submergée, ne pouvant pas arrêter à ses frontières les flux migratoires, va se transformer en un bélier qu'on va essayer que le monde musulman en fait va essayer de lancer sur l'Europe pour ouvrir la porte, pour faire passer ces migrants. Donc il va y avoir une guerre entre la Turquie et la Grèce. Ça va être le point de départ de quelque chose qui peut ressembler à une renaissance, mais qui en même temps est absolument terrible. C'est-à-dire que il y a des guerres civiles larvées qui éclatent un peu partout en Europe. Il y a une expulsion sanglante de populations musulmanes de certaines zones. Alors ça a l'air d'être de la science-fiction, mais quand on écoute un peu autour de nous, on sent très bien monter l'exaspération maintenant du petit blanc, en gros, qui n'en peut plus. Et on sent très bien que, attention, si jamais on était dans un contexte comme ça, on pourrait avoir des choses assez sales qui se produisent. Alors à partir de là, j'imagine, je m'amuse un peu aussi. Il y a un certain humour noir. Attendez, je vais lire un passage parce que j'aime bien. En fait, c'est moche parce que c'est la Renaissance sur un grand charnier. Non, mais pendant que tu cherches, Michel, je pense qu'en effet, la seule chose qui fait qu'on n'est pas déjà souvent sur ce cas-là, c'est qu'on a un État encore stable, assez bien, on va dire enraciné, qui fait que n'importe le quidam moyen français a peur du retour de manivelle avec la loi et donc la prison. Si à un moment l'État à un moment ou un autre s'affaiblit, s'effondre pour nous, parce que c'est déjà le cas. Je lisais ce que tu m'as fait suivre, ce que tu nous as fait suivre, Maurice, sur un moment l'application donc qui émane de Xavier Hofer. Alors pour lequel j'ai pas de sympathie particulière. Par ailleurs, les auditeurs le connaissent peut-être. C'est quelqu'un c'est un criminologue, qui est issu de notre génération précédente de militants nationalistes, alors avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais à un moment, il renvoyait quand même un diagnostic sur l'état actuel de la justice en France, qui en effet est celui d'une impunité quand même très largement totale pour certains quartiers, pour certains individus. Pour l'instant, cette impunité, elle ne s'applique pas à nous-mêmes, d'accord ? Elle s'applique pas en fait à ce qui constitue le substrat de la population française. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, une bonne partie de nos compatriotes hésite à franchir le pas. Si un jour l'État s'avère faible aussi pour nous, je pense qu'à ce moment-là, en effet, on arrivera sur des choses nettement plus sales. Là-dessus. Voilà, donc dans ce scénario-là, on va jusque-là. Alors, le passage que j'aime bien, parce à partir de la page 188, 189, et la conclusion, moi que je trouve très encourageante, par contre, page 190. Oui, parce que à la fin,
De quelque chose de terrible émane un véritable espoir. En fait, une véritable espérance. Je vais lire quand même le passage que je trouve rigolo. Donc, à partir de 188. Attends, je commence, si tu permets, je commence par non, je prends le passage, je zoome sur le passage qui est marrant, quoi. La Turquie, toujours formellement membre de l'OTAN, répond en invoquant à son tour cet article. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est assez rigolo en cas de guerre gréco-turque, c'est que les Grecs et les Turcs disent chacun, comme on est membre de l'OTAN, voilà, bon. Dans plusieurs pays européens, les diasporas turques entretiennent une guérilla de moyenne intensité. Méthode de prédilection, l'assassinat politique. Attention, on a beaucoup de Turcs en France maintenant, et attention, les Turcs, c'est pas des Nord-Africains. Leurs capacités d'organisation ne sont pas du tout négligeables, et c'est pas des gens à traiter à la légère. Confère les 3 militants de Kurdes abattus en plein Paris, très probablement par le MIT. Voilà. Et donc là, j'imagine qu'ils abattent Patrick Devedjian. Je vous laisse deviner pourquoi. Jean-François Copé, au passage, comme ça, parce que j'avais envie dans le. Oh bah tiens, Copé qui passait par là. Ah oui, c'est pas Copéyan. Non, mais c'est pas grave. Bon, il était là. Bon. Et Florian Philippot. Alors pourquoi je leur fais tuer ce pauvre Florian Philippot? Parce que ça m'amusait. À la fin, Macron est toujours président, mais il y a eu, avec tous ces événements, en fait, il y a eu une alliance entre des républicains très 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 droitisés et un néo-FN Marion Maréchalisé qui s'est constitué, qui est arrivé au pouvoir. Et Macron s'arrange pour ne jamais échanger avec son nouveau ministre des Affaires étrangères, Nicolas Bay. Mais les événements de Thrace, donc la guerre entre les Grecs et les Turcs, font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Il parle de la défense de la civilisation occidentale. C'est un bon communicant, il saura gérer le tournant. Dans sa bibliothèque, Finkielkraut remplace Attali. Hop, c'est fait. Finalement, aux obsèques de Florian Philippot, il serre la main à Nicolas Bay. Bon, c'est bête, c'est méchant, mais moi, ça me fait rigoler. Allez, au lit. Attendez, il faut lire la suite. Mais les événements de Thrace font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Donc voilà, il parle de la défense de la civilisation occidentale. Dans sa bibliothèque, Finki donc remplace Attali. Finalement, aux accepts de Philippot, il serre donc la main à Bay. La petite guerre turco-grecque sert de détonateur au conflit entre populations indigènes européennes et immigrés musulmans. Des centaines de milliers de Turcs quittent l'Allemagne où les pogroms sont quotidiens. La vague de violence xénophobe qui déferle sur l'Europe est monstrueuse. Bon, ça, c'est Michel. Hein. Les populations d'origine extra-européenne rentrent la tête dans les épaules. Floraison de drapeaux français dans les villes de Seine-Saint-Denis. Ouais, bah ça, on verra. Hein. Oui, je suis dubitatif aussi, mais bon. La grande spoliation a lieu comme dans le scénario du même nom. Ah oui, ça c'est un autre scénario de l'ouvrage. Mais cette fois, c'est au nom de la défense de l'Europe. Le reset financier est donc paradoxalement facilité. Bon, alors je vais sauter le paragraphe qui suit et en venir au dernier paragraphe. Et alors, bon, par contre, la conclusion, qui à mon avis est encourageante, c'est l'Europe a enfin trouvé une définition. Déjà une bonne chose. Une définition simple, directe, compréhensible par tous. L'Europe est le sanctuaire de l'homme blanc. Oui, surtout si on voit par ailleurs l'évolution de nos cousins nord-atlantiques. Non, mais de toute façon, je pense que chacun arrivera à tirer des fils et des motifs d'espérer dans les scénarios élaborés par Michel, même les plus noirs en tant que tels. Après, voilà, je pense qu'il faut renvoyer chacun. C'est une perspective possible. Ce sont des scénarios qui sont à croiser, qui sont à prendre. Moi, la partie la plus efficace entre guillemets du point de vue militant, c'est en fait tout le diagnostic que Michel livre sur cette année 2017 qui vient de s'écouler, sur voilà, c'est ça, sur sa phase électorale, sur sa séquence électorale. Ça donne en effet un certain nombre de points d'accroche, d'idées d'action. Et puis après, il y a ces scénarios qui sont des possibles à venir sur les 5 ans qui viennent. J'ai envie de venir, rendez-vous dans 5 ans. Bon, de toute façon, une chose est certaine. On sera encore là. Ah, ça. si. Méridien Zéro est quand même dans un local tel que le feu, l'inondation ne nous ont pas abattus. Et je pense que dans 5 ans, nous serons encore là. Ouais, on a 5 ans pour trouver un générateur électrique pour faire tourner la bécane. On pense plutôt au RAID, plutôt. Au GIGN, comme ça. Ouais, d'accord. Après, il y aura peut-être plus personne pour nous écouter parce que Internet se sera effondré, le système global sera tombé. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, le studio sera là, nous serons là avec notre saucisson. On verra Maurice faire une sortie kamikaze, les bras attachés dans le dos, attaquer la police.
Ce qui est absolument essentiel, c'est que le pinard, le saucisson et le fromage soient là. Ah bah bien sûr, c'est la base. Ce point étant assuré, Tout à fait. je suis prêt à assumer n'importe quel apocalypse. Bon, bah, ça va alors. Mais par contre en état d'ivresse. Hein, si Oui, non, bah bien sûr, il faut pouvoir supporter, c'est les berserkers. Donc, non.